Cosa Vostra. L'expérience qu'on en fait, il faut être très clair, c'est que c'est dur de garder des clients quand tu les récupères comme ça dans une base. En fait, le client n'appartient à personne, hein. Donc, contrairement à ce que tu crois, c'est pas là où on fait le plus, c'est pas là où on réussit le mieux, en toute honnêteté. On se dit, en revanche, on fait un truc très bien, c'est sur la partie SEO qui est très importante, c'est-à-dire que on garde le site Itamos, on le transfère, et le but c'est de récupérer tous ces positionnements. Ouais, c'est de récupérer toutes les le positions. Client n'appartient à personne, mais l'offre, en revanche, elle est toujours contente de participer à cet échange. Ouais, mais donc les maisons qui sont sur Itamos, elles sont contentes de vous rejoindre? Pas toutes, non, pas toutes. Ouais, parce que tu leur proposes un univers qui est différent, parce que donc non, tu perds beaucoup à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que plus tu grossis, plus tu concentres le marché, plus tu vas les récupérer. Mais faut pas, en tout cas nous, c'est ce qu'on a vécu. Dans une place de marché, faut pas croire que la personne va te suivre de façon inconditionnelle. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier. J'ai la joie de recevoir Charles-Édouard Girard, qui est le cofondateur de Home Exchange. Salut Charles. Salut. Édouard, ça va? Ouais, très bien, merci. Merci de ton accueil. Home Exchange est le leader mondial de l'échange de maisons, tu nous en diras plus dans une seconde. Présent dans presque 150 pays, c'est ça? Exactement. 450 000 maisons sur la plateforme qu'on peut s'échanger, 40 millions d'euros levés. Vous avez été fondé il y a une dizaine d'années. 2013 2011 sous le nom Guest to Guest, hein, c'est ça? Exactement, ça c'est le début de Home Exchange. Et ensuite par une très belle croissance, pas mal de rachats de boîtes, notamment aux États-Unis, de Home Exchange, d'où le changement de marque, j'imagine, et tu nous raconteras. Et une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur un modèle qui est intéressant et qui a évolué dans le temps. Mais tu nous en diras plus dans une seconde. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Et un grand merci à Cyril Valta. J'ai un doute, c'est Valta ou Vatla? Valta, c'est ça, le cofondateur de Petit Cube que vous avez entendu ici il y a quelques semaines. Petit Cube qui est une belle startup qui vous permet de faire des cadeaux personnalisés sur un super modèle autofinancé où ils font tout en interne, hyper intéressant. Ouais, c'est magique, moi je les adore, ils sont hyper brillants, ils sont tout faits justement sans jamais lever, avec un système qui est tout bien créé, bien fait, ils évoluent vachement bien, et voilà, je les accueille depuis, je les aide depuis un certain temps, et c'est vraiment agréable. Alors, on peut faire une petite parenthèse déjà pour commencer là-dessus, mais tu les accompagnes, c'est ça, en tant que mentor? Oui, en fait, on fait partie tous les deux du réseau Entreprendre. Nous, on a été accompagnés au réseau Entreprendre par Benoît Tesson, qui est toujours d'ailleurs une sorte de dirigeant de cabinet de conseil, qui nous a beaucoup aidé avec notre associé avec mon associé pendant qu'on était il y a 3-4 ans. Voilà. Et ensuite, le réseau Entreprendre te permet de continuer cette démarche et en le faisant pour d'autres startups. Voilà. Et donc maintenant, j'accompagne plus de Petit Cube, entre guillemets, parce j'ai fini l'accompagnement, mais j'accompagne aussi un autre projet qui en ce moment est un peu plus compliqué, qui s'appelle Family Twist, qui est une femme qui c'est du tourisme, et donc en ce moment le tourisme est un peu plus compliqué. Voilà. Mais j'en ai accompagné 2, j'espère en refaire d'autres. Voilà. Et le réseau Entreprendre Paris te permet de faire ça. Et moi j'adore parce que il n'y a pas d'enjeu financier, c'est vraiment une rencontre. Et avec Cyril et Benjamin, ça a été vraiment une rencontre et ils sont hyper brillants. J'ai énormément appris grâce à eux. C'est super. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur le panier, mais il y a quand même beaucoup de boîtes qui passent par le réseau Entreprendre. C'est vraiment un super réseau, mine de rien, qui est derrière, ou en tout cas pas loin du succès de pas mal de boîtes. Ça vaut le coup. Nous, dans notre club, pour te raconter, en fait, ils créent des petits clubs. Et l'année où on y était, il y avait Mano Mano, il y avait Bonne Gueule, il y avait Cheers,
il y avait Fabrique Cookie, il y avait, j'en oublie, mais voilà. Donc on était de façon hallucinamment, c'est incroyable, les boîtes avec qui on partageait. Et donc tu sais, t'as des clubs, c'était un club par mois. Okay. Et donc en fait, chaque mois, on partageait avec eux leurs problématiques. Donc on a vu le changement de marque de Mano Mano, le changement de marque de Shears, qui était au début, c'était autre chose. Voilà. Donc c'était vraiment sympa. Cool. Ça a fait progresser. Une question très précise et puis ensuite on reprendra la trame avec la genèse de l'histoire, mais on est en plein Covid. En préparant cet épisode, je me demandais si vous étiez impacté positivement, négativement ou de manière neutre, en me disant que on peut moins voyager, mais aller changer de maison à 300 bornes de chez moi, c'était encore jouable. Et c'est ce qu'offre, surtout que du coup, comme c'est un système d'échange, avec un abonnement, on y viendra tout à l'heure, mais comme c'est un système d'échange, il n'y a pas un coût qui serait comme celui d'aller à l'hôtel ou sur un Airbnb. Quel a été l'impact du Covid pour Home Exchange ? Alors bon, on est un peu comme toutes les entreprises de tourisme, hein. C'est-à-dire que à la base, on reste dans une logique où il y a moins de voyages. Voilà. En revanche, on a plusieurs avantages par rapport aux autres. C'est que, comme tu l'as dit, t'es dans une vraie maison et tu vas être seul. Et donc en fait, les gens cherchaient ce genre de logement pendant leurs vacances. Et le but étant de se retrouver en famille dans un autre endroit, quand même de changer d'endroit. Voilà. Donc on bénéficie du prix, c'est-à-dire que globalement, tu vas prendre un abonnement, on en reparlera sans doute tout à l'heure, qui va pas te coûter très cher dans ces périodes qui sont un peu plus compliquées. Et on avait historiquement plein de pays dans lesquels on faisait du local, c'est-à-dire que l'échange de maison, comme c'est un peu tout le monde qui en fait, eh ben tu te retrouves dans une logique qui est tu voyages, par exemple en France, c'est 60% des Français qui voyagent en France. Et nous, c'est ce qui s'est passé, c'est que très facilement les gens, au lieu d'aller un peu plus loin, ils se sont mis à voyager en France et ils ont fait des échanges en France. Voilà. Donc et pour parler concrètement, par rapport au tourisme où il y a des boîtes qui ont fait moins 85, moins 90 qui se retrouvent 10 ans en arrière. Nous, globalement, on a fait moins 15 en chiffre d'affaires, en activité un petit peu moins, mais parce que notre business model dont on parle, qui est un business model d'abonnement, en fait, notre communauté, qui est très attachée à l'échange de maisons, en fait, nous a largement suivis. Et donc, pour nous, cette année, on va même pas perdre d'argent. Donc, on est plutôt content de ça. L'équipe a été extrêmement réactive, extrêmement soudée. On a mis personne au chômage partiel pendant cette période-là. Tout le monde a énormément travaillé pour toutes les choses qu'on voulait faire depuis des années en marketing, etc. On le faisait pas parce qu'on a toujours des urgences. Et là, on s'est focalisé sur plein de sujets. Le SEO, on en parlera. On s'est focalisé sur, on a refait la totalité de nos articles. On les a tous relus. On s'est focalisé sur, on a changé de CRM. On a refait tous nos flows, etc. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé pendant cette période et toutes les petites fonctionnalités, pareil, qu'on reportait, on les a fait. Donc, vraiment, l'équipe a été impressionnante. Bon, le deuxième confinement est un peu plus dur. A été un peu plus dur psychologiquement, mais grâce à ça, je dirais, ça nous a permis d'avancer sur plein de sujets. Voilà. Et à la fin, on est assez content. Je dirais pas qu'on est content de ça, mais on s'en sort très bien. Par rapport à d'autres acteurs, en tout cas du voyage. Exactement. Voilà. Moins 15%, c'est ouais, on peut être très heureux. Ouais. Alors c'est un système d'abonnement. Je l'ai dit, on reviendra tout à l'heure sur les différents modèles que vous avez testés, mais du coup, les abonnements ont quand même baissé après en fait. Nous, ce qui fait que la valeur de notre service, c'est que les gens vont s'abonner et se réabonner chaque année. Et donc, en fait, on a eu notre meilleur taux de réabonnement depuis très longtemps. Donc, ce qui prouve que tu vois l'attachement de la communauté au service, sachant qu'on est le plus gros au monde, on pourra en reparler, mais je pense que les gens nous ont suivis et ils ont globalement pu faire des échanges, mais moins que d'habituellement. Mais ils ont considéré que la valeur du service, elle n'était pas dans le nombre, elle était dans le fait de pouvoir en faire et surtout de maintenir cette communauté dans le temps. En revanche, c'est vrai qu'on a eu moins de nouveaux. Et on est un peu plus on parlera peut-être du funnel, mais c'est vrai que notre funnel a été fait que d'habitude les gens s'inscrivent, ils remplissent leur maison et à la fin ils s'abonnent. Et on a eu on a encore un panel de personnes qui sont encore au niveau de la maison et qui n'ont pas réussi à faire leur premier échange et donc qui sont en attente d'abonnement. Et c'est pour ça que à la fin du premier confinement, on a eu un énorme boom en France. Je parle parce que des autres pays c'était pas exactement ça, mais en France on s'est mis à avoir une énorme. On a fait un très bel été en France. Grâce à ça. Voilà. On s'est mis parce que les gens d'un seul coup ont transformé. Voilà. Pendant 3 mois on n'a rien eu et d'un seul coup ils se sont mis à prendre leur abonnement. Exactement. Okay. Et donc on s'est mis à avoir un de nos plus beaux mois de l'année. Super. J'imagine que 2021 apportera son lot de surprises aussi, mais on en reparlera dans un an pour un catch-up. Exactement. 2011, Guest to Guest, et toi tu arrives juste après. Ouais, en 2013. Comment était le marché à l'époque ?
Alors c'est assez marrant, c'est un marché qui existe depuis longtemps. En fait, l'échange de maisons, c'est, si tu veux même, ça existait avant la location. Hein. En fait, on oublie ça, mais historiquement, tu accueillais ce qu'on appelait de l'hospitalité gratuite. Tu le faisais au 19e siècle et avant. C'est-à-dire que c'était même un peu honteux de faire payer les gens quand tu les recevais. Il y avait un côté, voilà. Et avec le 20e siècle, on a pris l'habitude de louer, mais c'était pas les habitudes. Voilà. Et l'échange de maisons est arrivé un peu dans les pays anglo-saxons, souvent des échanges un peu plus longs, universitaires, etc., des Canadiens, des Américains. Ça s'est créé, c'était tu prenais ça, ça va paraître pour les gens qui sont jeunes, mais j'y étais pas forcément non plus, mais si, c'est un peu faux. J'y étais, mais je connaissais pas ça. C'était des catalogues papier dans lesquels, au début de l'année, tu t'envoyais une photo de ta maison, tu faisais une description et les gens achetaient le catalogue et ensuite contactaient les gens par téléphone. Voilà, c'était ça le modèle d'échange de maison. Il y avait trois sites historiques et Home Exchange, en fait, est arrivé dans les années 97-98 et a créé le premier site d'échange de maison donc aux États-Unis, et il s'est mis à grandir, qui s'appelait donc Home Exchange, et s'est mis à grandir dans les différents pays. Et ce qui est drôle, c'est que pareil, ça peut paraître vraiment anachronique maintenant, mais à cette époque-là, tu créais une marque différente dans chacun des pays, parce qu'en fait, tu n'imaginais pas que les sites allaient être mondiaux. Donc on avait Troc Maison en France, il y avait Intercambio de Casa, il y avait, je sais plus, en Italie, et dans chacun des pays européens, ils avaient créé des marques différentes. C'était le même site, mais ce que tu voyais en haut marqué était personnalisé, était traduit, quoi. Là, c'était traduit. Voilà. Et donc ça, c'est le marché. Quand on arrive en 2011, il y a deux défauts du marché. Principalement, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, quand tu fais un échange, je suis obligé d'échanger avec toi. Quand je te contacte, c'est toi qui vas venir chez moi. Et ça crée une difficulté parce que c'est compliqué de s'organiser. Ça rajoute une énorme friction. Voilà. Et donc, mon associé Emmanuel Arnaud a l'idée à ce moment-là, parce que lui, il faisait de l'échange de maison, de créer un système de points en se disant, plutôt, et je vais te donner un exemple concret, c'est-à-dire que le Parisien, l'été, il a envie d'aller dans le sud ou il a envie d'aller, je sais pas, les gens du Sud, ils ont pas envie d'aller à Paris l'été. Voilà. Et donc, ils ont envie d'aller ailleurs. Et donc, par contre, plein d'étrangers ont envie d'aller à Paris. Et donc, en fait, ce qui se passe hors Covid, c'est que le Parisien, il va prendre ses vacances, il va donner pour son échange des points, et ensuite, il va recevoir des étrangers. Voilà. Et donc ça, c'est l'exemple, et t'en as des milliers. Et ce système de points a permis d'enlever une énorme friction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit être 80-90% des échanges qui se font avec ce système de points. Et donc, voilà. Le deuxième, c'était le business model, c'est-à-dire que Home Exchange te forçait à prendre un abonnement dès le départ. Voilà, il te disait, si tu veux rentrer dans le système, un peu comme faisait le catalogue papier, si tu veux accéder aux annonces, tu payes alors à cette époque-là, ça devait être $100, tu payes tes $100 initialement. Donc t'as une friction, t'as un paywall dès le début pour consulter les annonces, c'est ça? Exactement. Et en plus, t'as une croyance, parce qu'il faut que tu imagines que tu vas trouver. Et or, vu le nombre d'annonces qu'il y avait, c'était en plus pas totalement sûr que tu allais trouver. Donc c'est le modèle papier mis en ligne, c'est ça? T'achètes ton catalogue? C'est exactement ça. Voilà. Et la difficulté, c'est de passer à un modèle un peu plus agile, c'est-à-dire où tu vas dire, je vais attendre que la personne, ça leur faisait tout changer. Donc, ils avaient jamais changé. Et donc, ils avaient une très faible croissance. Voilà. Et nous, quand on arrive dans ce système, on se dit, il y a deux choses qu'il faut qu'on change. C'est la réciprocité. Le deuxième, c'est le business model. Donc, on crée un business model qui est au moment de l'échange. Donc là, on se dit, on peut pas forcer les gens parce qu'on n'a pas beaucoup d'annonces. Donc, on va créer des services. Donc, on crée de la caution, de l'assurance. Et on dit aux gens, pendant votre échange, vous pouvez demander à votre invité, si vous êtes hôte, vous pouvez lui demander de prendre une caution ou une assurance, et nous, on prend des revenus sur ces deux choses. On prend un pourcentage de la caution et on partage l'assurance avec la Maïf, qui est notre assureur 2 ans après. Voilà. Et donc, et le troisième point qu'on rajoute, qui est très important, c'est la confiance. En fait, les systèmes sont un peu anciens et n'intègrent pas du tout. Donc, nous, on intègre un système de notation. Même Airbnb, à ce moment-là, n'en avait même pas. On intègre un système de vérification des maisons. On intègre on fait de la modération. Donc, il y a plein de systèmes qui nous permettent de créer cette confiance, et on crée aussi un système un peu de réseau social. C'est un peu galvaudé maintenant, mais le but étant d'avoir un système un peu d'amis pour que tu retrouves à l'intérieur des connaissances. Donc on arrive à avoir, avec la notation, avec la vérification, on perd un petit peu de confiance parce que pour les gens, on a l'impression que la réciprocité donne de la confiance. En fait, ça c'est une vue de l'esprit. Si tu réfléchis, même si tu fais un échange réciproque, si l'autre famille te casse quelque chose chez toi, jamais tu vas casser chez elle.
Et de toute façon, tu ne le sauras pas parce que tu le verras après. Voilà, même s'il se passe jamais rien dans l'échange de maison, ce système de pensée, il fallait le compléter par un système de confiance. Il fallait le remplacer par un système de confiance. Et c'est ce qu'on crée avec ce système-là. Voilà. Et avec ces 3 éléments, on a la chance d'arriver sur le marché et de proposer une alternative à ce qui existe sur le marché, qui croît moyennement. Voilà. Là, on est en 2012-2013. D'accord. Au début du Home Exchange, enfin Guest to Guest qui est devenu Home Exchange, l'américain existe depuis un bout de temps sur un principe de paywall, tu payes pour pouvoir accéder à la liste. Airbnb s'est créé il y a quelques années à ce moment-là, ouais, exactement. de mémoire, qui était beaucoup plus partage d'espaces communs, je veux dire, que aujourd'hui, plus sur des les termes m'échappent, mais des maisons ou des appartements indépendants en entier. Vous arrivez avec un système de points, donc il n'y a plus la friction de la réciprocité, avec des notes et une gestion de la communauté, tu l'as dit, sur réseau social pour de la réassurance et de la légitimité, et un modèle sur les add-ons, en fait, que je vais avoir. Donc, tu as parlé de caution ou d'assurance, c'est ça, sur lequel vous prenez une commission. Exactement. Ok. Donc ça, c'est un peu l'historique. Et donc à ce moment-là, l'image qu'on en a, c'est qu'on se dit l'échange de maison, c'est une pratique. Et pour raconter un petit peu l'histoire, en fait, moi, je rencontre Emmanuel, je le trouve incroyable, lui. Je me dis, ce type-là est fascinant. Attends, je fais une parenthèse, mais tu m'as quand même dit 5-6 fois en préparant cet épisode et puis dans le café qu'on vient de prendre avant de commencer à enregistrer, il est incroyable. Il faudrait que tu l'invites, tu verrais. Voilà. Et parce qu'en fait, historiquement, j'avais créé d'autres entreprises que j'ai créées. Celle d'avant, je l'avais créée toute seule. Et je trouve que c'est pour moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, je le rencontre à un moment où je cherche un associé pour une autre type de boîte. Et lui, je le rencontre, il a créé Guest to Guest. Et je me dis, le type est bien, mais l'échange de maison, j'y crois pas trop, quoi. Donc on commence à bosser ensemble parce que quand même, lui, je trouve que ça va être un associé qui me complète énormément. Et je fais mon premier échange et là je me dis mais c'est un truc de malade, quoi. Tu te dis c'est une autre façon de voyager. J'arrive donc chez, je m'en souviens encore, tu vois, je frissonne. J'arrive chez Elisabeth, voilà, qui habite près de La Rochelle. Elle m'ouvre chez elle, elle me présente sa baraque. C'est assez magique parce qu'en fait, c'est souvent dans la location, par exemple, les gens vont te survendre la maison. Là, c'est l'inverse. En fait, les gens, ils ont tellement envie que tu sois heureux chez eux, qu'il y ait tous les petits défauts, ils vont te les donner. Ils vont dire, ah oui, vous voyez, j'ai pas totalement repeint, mais je compte le faire dans 6 mois, etc. Donc, et puis les gens te présentent la maison, et puis à la fin, te donnent leurs clés et s'en vont. Et donc, tu as une sorte de sentiment. Et toi, tu as, pour ça, à cette époque-là, comme j'avais dû rester 7 jours, j'avais dû payer 40 €, quoi. Voilà. Maintenant, tu payerais 130, mais voilà, et je me dis, je passe une semaine là-bas, chez elle, dans des endroits. Elle avait des enfants, mes enfants ont une chambre, un endroit où ils peuvent s'amuser. Il y a une télé, il y a tout ce qu'il faut, et c'est pas du tout factice. C'est une vraie maison, quoi. T'as un vrai barbecue, t'as des vraies assiettes, tout est fait pour que tu t'y sentes bien. Et je passe une semaine de malade, et en revenant, je dis à Emmanuel, non mais t'as raison. Je comprends maintenant pourquoi t'as voulu. C'est lui qui t'avait dit essaye. Ouais, c'était. Pour lui, c'était un impératif. Il dit tant que alors, c'est vrai que cette époque-là, je m'occupe plutôt de la partie marketing, même si maintenant on a un peu changé les rôles, mais je m'occupe plutôt de la partie marketing et c'est impératif d'essayer ton service si tu veux quand même pouvoir le proposer. Objectif. Voilà, donc et en le voyant, je me dis ça c'est clair que je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus répandu. Et en fait après quelques semaines, c'est plutôt en mois mais c'est plusieurs semaines, on se dit Emmanuel était persuadé dès le départ, je lui dis mais t'as raison. En fait, ce qu'il faut c'est qu'on fasse un test, on lève de l'argent ensemble et on se dit on va faire de la pub, on va faire des AdWords, etc. Je m'en occuperai et si ça marche bien, ça voudra dire qu'il y a une réponse du marché. Donc on se donne, à ce moment-là, je crois qu'il doit y avoir 3000 maisons ou 3500 maisons peut-être. Et on se dit, à la fin de l'année, on doit en avoir 10 000. Donc ça, c'est en mars. Attends, déjà 3500 maisons ? Ouais, il y a beaucoup c'est le gros effort d'Emmanuel au départ, c'est 3500 maisons et beaucoup en France et beaucoup d'amis. Voilà. Mais pour arriver à l'élargir, et en fait, initialement, Guest to Guest, c'est du B2B2C. C'est-à-dire qu'on va avoir des clubs d'entreprises parce que, comme beaucoup de gens, les gens te disent, si tu veux créer des volumes, va voir des gens qui en ont beaucoup. Voilà. Donc, on va avoir des clubs d'entreprise. On a Air France. Air France, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ça marche assez bien. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais les clubs d'entreprise ont souvent des résidences ou des lots de résidences ou des lots d'appartements dans des... Ah là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, on va voir les comités d'entreprise et on leur dit, proposez aux gens de mettre leur maison sur le site et vous ferez un club d'entreprise. Vous aurez un club d'entreprise, c'est-à-dire vous pourrez échanger entre vous. Les autres ne vous verront pas, mais vous verrez entre vous. Ça rajoutera de la confiance. Okay. Donc, l'idée est bonne, sauf qu'en fait, il y a plein donc ça marche bien avec Air France, donc on se dit ça va bien marcher, on fait plein d'autres boîtes.
Et en fait, ça marche pas pour X raisons parce que les gens n'ont pas envie d'échanger. Alors Air France, c'est un peu beaucoup de navigants, pas beaucoup de pilotes. Voilà. Et on comprend pas à ce moment-là que, tu me disais avant que tu voulais des apprentissages, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens n'ont pas forcément envie d'échanger avec quelqu'un de leur entreprise. Et plus tu as de segmentation dans l'entreprise hiérarchique, plus on sent qu'il y a un frein. C'est-à-dire que si tu veux engueuler quelqu'un de ta boîte, tu peux pas échanger avec lui. Voilà, tu as le premier frein. Deuxième frein, c'est que beaucoup de boîtes sont quand même très centralisées à un seul endroit. Donc en fait, échanger avec quelqu'un qui habite entre le 19e et le 18e, ça voilà, rime à rien. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, donc on se dit, si on veut faire grandir ça, c'est très bien pour la confiance, mais ça ne peut marcher que si on arrive si on veut vraiment faire ce qu'on compte vraiment faire avec 450 000 maisons, on trouve qu'on est encore trop petit. Mais dès le départ, on veut devenir très gros, donc on se dit, il faut qu'on essaye de voir si le marché répond. Voilà. Et donc c'est là où on lève un peu d'argent et on se dit, allons regarder sur le marché, faisons des AdWords et regardons comment les gens réagissent. Alors encore une question sur le contexte et le système. La réciprocité, donc le système qui existait avant, a pas mal de frictions, de défauts, mais a un avantage, c'est que la maison est libre au même moment. Ouais. Là, dans la non-réciprocité, mais l'échange de points, Elisabeth, à La Rochelle, elle a dû quitter sa maison ? Oui, exact. Alors là, il se trouve qu'Elisabeth, en fait, elle est venue chez moi. Donc là, donc là, c'était un échange vraiment réciproque. Un échange, ouais. Voilà. Mais juste après, en fait, j'ai eu, pareil, je t'ai pas raconté parce que je pourrais te raconter 40 anecdotes rigolotes, mais juste après, en fait, il y a Andy, qui était un Anglais de Newcastle, qui me dit, j'aimerais bien aller est-ce que votre appartement est libre? Je lui dis, ouais, mais j'ai Elisabeth, moi, je vais pas rentrer, je pourrais pas préparer la maison, etc. Pardon. Et donc là, ils se sont débrouillés. En fait, au bout d'un moment, je voyais que Andy, avec ses enfants, il me montre. J'ai deux petits Anglais mignons comme tout qui avaient dessiné la Tour Eiffel et qui me disent, par les sentiments. Ouais, en fait, c'est ça, l'échange de maison, c'est aussi que tu vas croiser des familles. Il n'y a pas d'inquiétude, de peur. Tu vas voir la personne, tu vas discuter un petit peu avec elle et tu vois tout de suite que cette personne-là, c'est une super famille, quoi. Et donc, ils ont finalement fait un échange avec eux. Ils se sont débrouillés entre eux, quoi. Et je leur ai filé les numéros de téléphone. Ils sont venus chez moi. Ils ont pris le truc un peu, le début a l'air angoissant, mais en fait, ça s'est hyper bien passé. Et à tel point qu'Andy, je lui ai dit, mais moi, j'aurais pas de drap parce que Elisabeth les aurait utilisés. Il m'a dit, pas de problème, j'amènerai les miens. Et quand je suis rentré, alors qu'il avait amené ses draps, il avait lavé les draps il avait lavé les draps d'Elisabeth. Et vous avez vu, je me dis, mais je vais retrouver un amas de linge sale. Et en fait, pas du tout. Il avait tout lavé, plié, il les avait même rangés dans les trucs. Donc, et j'avais des cadeaux, donc des trucs anglais, des trucs d'Elisabeth. Donc, c'était assez magique, quoi. Voilà. C'est pour l'histoire de mes premiers échanges. Et Andy, typiquement, lui, tu vois, il est venu chez moi, juste après, et il a libéré sa maison et il a pu recevoir des gens. Et en fait, oui, il y a besoin d'une initiation. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un, mais souvent, les gens, ils vont laisser leur maison. C'était un des problèmes et c'est ce sur lequel on essaye de lutter, c'est que c'est vraiment bête de laisser ta maison toute seule. Donc déjà, ça te permet d'arroser tes plantes, ça te permet d'éviter les cambriolages. En fait, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui est dans ta maison, qui t'a confiance et qui va rester sur place, qui va... moi, chaque année, ça évite que mes plantes meurent chaque été, quoi. Maintenant, on m'arrose mes plantes. On a plusieurs fois, il se trouve qu'on a un chat, on a plusieurs fois quelqu'un qui est venu s'occuper du chat pendant qu'on n'était pas là. Donc ça te permet d'augmenter ton volume de voyage. Et naturellement, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu vas faire ta demande d'échange, tu vas pas dire logiquement, tu ne dis pas j'ai pas envie que tu viennes chez moi. Tu dis pas j'ai des points, je viens chez toi. C'est pas ça comme ça que ça se passe. Tu dis j'ai envie de faire un échange et dans 80% des cas, les gens te disent écoute, pas de problème, mais moi j'ai pas envie d'aller quoi. Ils disent pas j'ai pas envie d'aller chez toi, ils disent je suis déjà allé, j'ai pas prévu d'aller à Paris, voilà. En tout cas, ils ont pas l'occasion de faire cette réciprocité et eux ils vont chercher ailleurs, voilà. Et en fait, ça se passe très très bien parce que plus il y a de disponibilité, plus il y a de maisons, plus c'est facile. C'est intéressant et je réfléchis à un autre billet, enfin j'y pense à l'instant, mais c'est que quand tu payes pas, ou plutôt je vais le dire dans l'autre sens, quand tu payes tu peux te plaindre, tu vois, c'est pas propre, les draps sont sales, j'en sais rien, j'ai payé, c'est pas grave si j'ai cassé un verre, alors que quand tu payes pas, mine de rien t'as une sorte d'obligation, de respect, j'ai le sentiment, hein, et tu te plains pas, ou pas ou différemment, tu vois. C'est exactement ça. En fait, ça crée un rapport aux choses qui est vraiment très différent. En fait, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que comme tu es reçu gratuitement, en fait, tu vas avoir un rapport d'indulgence, tu vas avoir un rapport de respect à tout ce que tu fais, ce qui fait qu'il y a quasiment jamais de problème, sauf les trucs classiques où tu casses un verre, où tu casses je sais pas quoi. Ça arrive, hein. Moi, je suis très maladroit. À chaque fois, je casse soit un verre, soit une assiette, forcément. Ça, tu vas te débrouiller, tu vas le rembourser, tu vas le faire. Voilà. Et au pire, aujourd'hui, on a des garanties qui te permettent
permet, s'il se passe un truc un peu plus embêtant, je sais pas quoi, on a déjà eu quelqu'un qui essaye de baisser un rideau, tu vois, électrique, le truc se casse, on leur garantit et on rembourse pour cette personne. Donc tous ces cas-là, on a juste rajouté des choses pour éviter ces problèmes-là. Il m'est arrivé un truc rigolo, c'est qu'une fois, j'ai fait un échange et une semaine avant, j'ai mon lave-linge qui s'est cassé. Il avait 1 an. Donc, ça serait arrivé pendant l'échange. En fait, t'as l'impression que c'est les gens qui l'ont cassé. Et en fait, on se rend compte que ça, en fait, c'est une vraie peur des gens, c'est de se dire, s'il se passe quelque chose pendant cette période-là, je vais avoir toujours le sentiment que c'est l'autre qui l'a cassé. Et il faut juste que nous, on sache résoudre ce problème. Et donc là, on dit, il y a des garanties, on vous rembourse votre lave-linge. Il y a un tapis qui a été abîmé. Et au bout d'un moment, la discussion, c'est pas est-ce que la personne l'a fait ou pas l'a fait. Les gens sont globalement honnêtes. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours 0,01% des cas où à la fin, peut-être que on a remboursé quelque chose qui n'aurait pas été tout. Mais c'est pas important. Je trouve qu'il faut pas créer des règles pour des exceptions. Vous levez des fonds, Friends and Family, c'est ça un premier tour, pour passer de 3500 maisons à 10 000. Alors en fait, on pense passer à 10 000 et en fait, à la fin de l'année, on en a quasiment 20 000. Il se trouve qu'il y a un premier site qui vient nous voir qui s'appelle Itamos qui nous dit moi... Itamos. Voilà, il y a un site américain mais créé par un Anglais, créé par un Français qui vit à Londres. Voilà, et on se dit pourquoi pas. Donc on fait il a pas de salarié, c'est lui qui le gère tout seul. Il pensait en faire quelque chose. Puis voilà, donc on rachète ce site-là. Un peu une petite partie. C'est assez marrant parce que ça part de ça. On se dit on va avoir plus de maisons aux États-Unis. Il a pas mal de maisons aux États-Unis, un peu plus en Angleterre. Donc nous, très bien. On intègre la base directement. On crée un système pour intégrer dedans. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'on publie une sorte de communiqué de presse dans lequel on dit on rachète Itamos. Et là, on a l'impression qu'on est un peu Microsoft, c'est-à-dire qu'on rachète une énorme entreprise et on se rend compte qu'avec cet acte, en fait, ça nous positionne de façon intéressante dans le marché, aussi bien dans notre microcosme que dans ça. Et donc, on se met à avoir plein d'intérêts pour plein de choses et on se dit, OK, j'ai 3 intérêts à ça. C'est que j'ai créé du référencement naturel parce qu'en fait, Itamos est très fort sur Free Home Exchange. Donc, on récupère le positionnement d'Itamos, on récupère de la base et ça nous fait de la notoriété. Et donc, ces 3 axes, on se dit, c'est très intéressant. En fait, si on veut devenir très gros, on a 2 axes. C'est lever de l'argent pour faire de la pub et grossir notre base. C'est des acquisitions, parce que croissance externe, récupérer des gens. Et donc, c'est ça, à ce moment-là, on l'a pas forcément que calculé, même si moi, dans la boîte précédente, j'avais racheté des boîtes. Je me dis, c'est nos 2 axes, quoi. On se dit, c'est nos 2 axes de croissance, c'est concentrer le marché. Voilà, premier axe. Et deuxième axe, lever de l'argent pour pouvoir élargir le marché. Voilà. Et on part là-dessus. Itamos, notre premier. Ensuite... quelle taille Itamos? C'était petit, ça faisait 3500 annonces, tu vois, donc c'était... Versus 20 000 pour vous. Alors je dis c'était petit, tu vois, 6 mois avant, on faisait le même... 3500. Donc voilà, c'est toujours pareil. Mais présent à l'international. Voilà, voilà, sur un autre marché... L'expérience qu'on en fait, il faut être très clair, c'est que c'est dur de garder des clients quand tu les récupères comme ça dans une base. En fait, le client n'appartient à personne. Donc, contrairement à ce que tu crois, c'est pas là où on fait le plus, c'est pas là où on réussit le mieux, en toute honnêteté. On se dit, en revanche, on fait un truc très bien, c'est sur la partie SEO qui est très importante, c'est-à-dire que on garde le site Itamos, on le transfère, et le but c'est de récupérer tous ces positionnements. Ouais, c'est de récupérer toutes les les le positions. Client n'appartient à personne, mais l'offre, en revanche, elle est toujours contente de participer à cet échange. Ouais, mais donc les maisons qui sont sur Itamos, elles sont contentes de vous rejoindre? Pas toutes, non, pas toutes. Ouais, parce que tu leur proposes un univers qui est différent, parce que donc non, tu perds beaucoup à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que plus tu grossis, plus tu concentres le marché, plus tu vas les récupérer. Mais faut pas, en tout cas nous, c'est ce qu'on a vécu, c'est dans une place de marché, faut pas croire que la personne va te suivre de façon inconditionnelle. On en a perdu beaucoup à ce moment-là. Mais on savait quoi. En fait, c'est marrant parce que on avait fait des petits calculs pour savoir comment valoriser le prix. Dedans, on valorisait la taille. Donc plus on avançait dans nos rachats, parce qu'on en a racheté d'autres, plus on diminuait cette valorisation du nombre de clients qu'on récupérait, parce qu'on voyait que c'était pas si évident que ça. Déjà, il faut les contacter. Donc c'est le mail. T'as un taux on connaît tous les taux d'ouverture, les taux de clics sur les emails. Donc, il fallait garder le site pour que quand ils arrivent sur leur site habituel, ils puissent aller chez toi. Mais plein de fois, ils vont chez toi, puis tu les perds parce que ça ne répond pas. Pourquoi... Donc, on s'est amélioré dans le temps pour essayer de mieux en mieux les accueillir. Voilà. On s'est amélioré dans le temps pour laisser un peu plus longtemps le site
pour le référencement naturel et pour bien les accueillir. En fait, plus tu gardes le site longtemps, ils ont l'impression que leur univers est respecté. Si tu coupes d'un seul coup, tu vas perdre un peu de référencement naturel et tu vas perdre les clients parce qu'ils vont avoir l'impression que tu ne les respectes pas, que tu ne respectes pas leur communauté. Or, nous, on est quand même dans un business communautaire. Il faut faire ça, il faut respecter ça. Voilà. C'est des rachats cash ou ça dépend, quelle est la politique? Itamos, ce premier, c'était un mélange il y avait un peu de cash et puis on a même fait, il se trouve comme c'était un Français, il a fait des actions gratuites, on a fait un mélange c'était le tout premier. Voilà. Après, je pense que par exemple Home for Home, qui était un Espagnol, là on l'a fait moitié cash, moitié emprunt, on a emprunté pour l'acheter, et on avait un earn-out. Un earn-out après un an, etc. C'est pas fait. On savait que ça allait pas se faire, mais ça nous a permis de payer un peu moins cher. Sur un autre, on en a racheté un autre qui était même qui avait fait faillite, on l'a pris après. Chaque cas était très différent. En fait, notre but, nous, c'était vraiment de concentrer, d'avoir le plus d'annonces possible parce qu'on sait que... Concentrer l'offre, élargir la demande. Exactement. En fait, sur une place de marché comme la nôtre, le seul moyen, c'est d'avoir le plus d'offres possibles qui sont actives et en fait, notre ambition depuis le départ, c'est qu'il y ait des millions de personnes. On trouve que c'est vraiment une façon, je dis dès le départ. Donc, après avoir fait mon premier échange, c'est une excellente façon de voyager. C'est un truc un peu magique. Et donc, on veut défendre ce système et donc on veut qu'il grossisse et on veut qu'il y ait de plus en plus de gens. Et le seul moyen d'en avoir plus, c'est que ça soit facile de faire des échanges. Aujourd'hui, je me souviens qu'on calculait au départ de guest to guest le nombre de messages que tu devais envoyer pour réaliser un échange. Et tu avais un Breton qui avait fait un échange avec les États-Unis avec guest to guest, il avait envoyé 100 messages. Mais c'était incroyable, quoi. Tu te dis, mais la ténacité de la personne, même si ça veut dire qu'il n'avait pas payé son logement. 100 messages à 100 maisons différentes? Oui, 100 maisons différentes. Donc tu vois, il envoie. Il veut partir aux États-Unis. Il veut vraiment partir. Et donc lui, il y voit une opportunité, mais ça, c'est pas habituel, tu vois. Il y a très peu d'endroits et c'est encore un sujet. C'est-à-dire que il y a très peu d'endroits ou très peu de sites dans lesquels tu es obligé de faire deux, trois demandes. Des sites de petites annonces, soit peut-être Le Bon Coin ou des choses comme ça. Mais sinon, en fait, l'habitude des gens, c'est que j'ai quelque chose, je le commande et j'arrête. Et donc nous, on change un peu de ça. Donc ça reste une légère friction. Mais au bout de, tu vois, tu l'as fait aujourd'hui. Dès que tu as fait un échange, ça peut être 1 ou 2 messages, 3 messages. Voilà. Quand tu n'as pas fait d'échange encore, ça peut être 4, 5 demandes. Mais globalement, aujourd'hui, tu arrives à trouver. Il y a quelques destinations qui sont plus compliquées que d'autres, comme New York, par exemple. Si tu veux un logement à New York, en fait, ça reste plus compliqué. Bon, en ce moment, c'est pas tellement c'est pas tellement la tendance, mais ça reste plus compliqué. Londres ou je sais que Lisbonne, il y a eu 3-4 endroits comme ça qui étaient un peu plus complexes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui lors de tes rachats? Vous avez racheté combien de boîtes? Je dirais on a racheté 6, 7 peut-être. Et la dernière, c'était quand? La dernière, c'était après Home Exchange. On a racheté un site qui s'appelait Échange de maisons. Et en fait, c'était le seul qui était devant nous dans le référencement naturel, qui était un Canadien. Et donc, ça nous énervait, qui était assez moche, mais voilà. Et en fait, on s'est dit, ça n'a pas de sens sur le mot échange de maison. En fait, historiquement, il avait acheté échange de maison avant que Home Exchange puisse le créer. Et donc, Home Exchange avait créé Troc Maison. Voilà. Et donc, mais c'était le seul. Et il était en tête de en France, c'était Échange de Maison qui était toujours devant, alors que le site n'était pas actuel. Donc, d'ailleurs, pour moi, c'est une sorte de preuve que Google fait pas bien son travail, parce que même s'ils sont exceptionnels dans plein de choses, sur ça, c'était pas normal qu'ils soient encore en tête de liste. Il y avait trop d'avantages sur le fait qu'ils soient anciens et qu'ils aient le nom, quoi. Voilà. Donc, c'est le dernier, c'était un Canadien qu'on a racheté en 2018, je pense. C'est super intéressant. Je cherche le numéro. Je vais vous laisser ça dans une seconde, mais ça me rappelle beaucoup l'histoire de Wilfried Granier, le fondateur de Superprof, qui a aussi fait sa croissance d'offres. Donc Superprof est une plateforme, c'est l'épisode, je vous le dis tout de suite, 42. Croissance externe et SEO. Superprof, c'est une plateforme qui permet de trouver des profs sur tout et n'importe quoi. Et lui, pareil, il a fait sa croissance d'offres en faisant des rachats de base. Mais là, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, mais je me suis noté plein de questions, c'est qu'en fait, la croissance externe, c'est aussi du SEO. C'est intéressant. Tu vois, c'est la troisième fois c'est le troisième exemple que tu donnes où tu dis, il était devant nous, donc on le rachète. En fait, ça t'a coûté moins cher qu'un peu d'effort SEO. Ça sent comme une mesure. Tu vois, échange de maison, il n'y avait aucune raison qu'il soit devant nous. Depuis 10 ans, on essayait de le prendre.
tu vois. Et en fait, donc pareil, à chaque fois, ça a fait et de la notoriété. C'était connu au Canada, donc ça nous a permis de prendre quelques positions sur le Canada en RP. Il y avait toujours pareil la base de données qui était aussi intéressante, et il y avait le SEO. Mais en fait, pour moi, sur cette partie SEO, une des choses qui est importante dans notre métier, je sais que j'ai écouté le podcast sur Mr. Fly qui te disait le nombre de la fois où Frédéric Pilou, qui est un copain, c'est vrai que se battre contre Google tout le temps et d'essayer de ravoir des nouveaux clients, on doit tous lutter contre ça. Voilà. Et en fait, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que si on les a gratuitement, le SEO pour nous, c'est entre guillemets gratuit. C'est-à-dire que tous les gens qui vont te prendre alors même si ils font tout pour nous descendre, c'est-à-dire que plus tu avances, la première position du SEO, c'est la 4, 5e, 6e ou je sais pas quoi. Il faut lutter pour être dans ces endroits-là. Et ensuite, le deuxième pour nous qui est important, c'est la communauté et le bouche à oreille et le parrainage, etc., sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on est assez bon, parce que en fait ça te protège de ce qui se passe sur Google et de payer toujours plus cher ton nouveau client. Donc nous, notre travail, c'est d'amener un client, c'est notre plus gros boulot, c'est de l'amener sur la plateforme, de lui faire remplir sa maison, de lui faire s'abonner une fois, et après quand il est abonné, en fait quand il teste l'expérience, en fait souvent il reste très longtemps sur notre site parce que l'expérience est top. À chaque fois il va essayer de faire un échange, de temps en temps il trouvera pas, de temps en temps il trouvera, dans beaucoup de cas il trouvera. De temps en temps, il ne trouvera pas, mais il l'essaiera à chaque fois. Et on a un taux de renouvellement qui est très important pour du B2C. C'est vraiment, on a un vrai modèle de B2B, entre guillemets, où les gens restent très très longtemps abonnés quand ils ont un service et qui leur convient, quoi. Et ça, c'est ce qui nous protège de tous ces coûts d'acquisition, même si on en dépense, parce que notre objectif, c'est quand même d'élargir. Voilà, tu vois, notre plus grande ambition aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on commence à arriver en France, par exemple, à avoir des articles qui sont pas voyager autrement. Aujourd'hui, c'est l'échange de maison on arrive à une frontière où les gens vont se dire, c'est quasiment normal. Je commence à avoir des amis qui l'ont fait, où je m'interroge. Voilà. C'est pas totalement ça, mais on y est presque. Voilà. Et cet été, par exemple, plusieurs fois, nos chiffres ont été pris comme une tendance du tourisme. Ce qui prouve pour moi qu'à partir du moment où tu commences à publier des chiffres et qu'on les prend, ça veut dire qu'on te considère plus comme une expérience à part, mais un vrai concurrent. Et nous, on le croit vraiment, de la location, de l'hôtellerie, de toute cette façon de voyager. Et on répond vraiment différemment à la demande. Et pour nous, c'est important d'être positionné comme ça. L'hôtel, c'est autre chose. La location, aujourd'hui, c'est très professionnalisé. Voilà. Et nous, on est vraiment dans une expérience qui est plus humaine, dans laquelle tu vas tomber sur des maisons. Tout le monde n'aime pas ça. On ne cherche pas à défendre. Mais de se dire qu'il y a 3, 4, 5 millions de personnes dans le monde qui vont pouvoir aimer ça, on y croit beaucoup, quoi. Oui, une belle évolution du marché et de l'usage qui va dans votre sens. Je reviens sur les rachats, parce que j'ai plein de questions. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu as fait lors de tes derniers achats que tu faisais pas du tout au début, ou inversement, qu'est-ce que tu as fait sur tes premiers achats? C'était Itamo, c'est ça, où tu t'es dit plus jamais? Alors le premier, ce qu'on a fait, c'est en fait, initialement, quand tu rachètes c'est sur la base sur laquelle on a beaucoup progressé. En fait, initialement, on s'était dit qu'on allait contacter les gens, on allait leur demander leur accord, et plus ça avançait, plus on se disait, en fait, ce qu'on va faire, ça ne marche pas comme ça. En fait, si tu veux demander l'accord aux gens, déjà, il y en a 1 sur 20 qui a ton mail. Et donc, on a amélioré notre système pour que un ancien client d'une base puisse devenir un nouveau client chez nous. Voilà. Et donc, comment tu l'améliores? C'est, oui, tu le contactes, oui, tu l'appelles, oui, tu fais plein de démarches pour être sûr de le garder. Et en fait, t'en perds, ça c'est clair. Mais et aussi, on a prolongé, je te disais, dans le temps, les sites. Voilà, pour les laisser ouverts. Quand les gens voulaient s'inscrire, tu vois, c'est la première chose qu'on enlève. Quand les gens s'inscrivent, en fait, on leur dit, aujourd'hui, vous pouvez plus vous inscrire, mais vous êtes inscrit automatiquement là si vous cliquez là. Donc, et progressivement, on arrivait à améliorer le nombre de personnes qui... Le switch, en fait, exactement, le taux de switch. Exactement. Okay. Mais on n'a jamais fait... alors, c'est pas tout à fait vrai. Je sais pas si je devrais le dire, mais il y a eu une acquisition où on s'est dit, on va les mettre directement dans notre base et on les activera que si les personnes arrivent. Voilà. Et en fait, ça veut dire que les gens n'avaient pas à recréer leur maison. Voilà. Et donc, en termes comme on avait racheté, on avait le droit, mais pour les clients, c'est pas bon parce qu'ils ont le sentiment que leurs données a été pris d'un côté et a été mis de l'autre sans leur accord. Ce qui est pas tout à fait vrai, parce que quand tu rachètes l'entreprise, globalement, si les conditions générales sont bien faites, tu as le droit de récupérer la donnée. Si elle s'était bien faite, il y a marqué transfert de données à quelqu'un qui pourrait acheter, etc. Donc, tu as le droit, mais dans l'esprit des gens, on peut plus faire comme ça. Donc, on ferait plus ça aujourd'hui. Tu vois, on l'a fait, je sais pas, il y a
5-6 ans, sans doute avant la RGPD. Et je pense que c'est pas bien non plus. Il faut être très transparent sur comment tu utilises les données, tu vois, aujourd'hui. Au-delà de la légalité, je pense que c'est aussi, surtout, tu viens de le dire, vis-à-vis de la légitimité que tu achètes ou que tu acquiers auprès de la confiance que tu acquiers. Exactement. Lui, il comprend pas pourquoi sa maison arrive, elle est toute prête. Donc, il y en a qui sont hyper contents, hein. Il y en a qui disent, c'est génial, elle est toute prête. Puis, il y en a d'autres qui me font, mais je comprends pas comment vous avez mes données. Voilà. Donc, ça, on le referait plus, mais je trouve assez logique, quoi. Voilà. C'est pas assez transparent. On aurait dû sans doute le mettre mieux. Plus de transparence dans le transfert de base, le taux de switch, je sais pas si ça existe, mais ok. Et il y a un rachat qui est particulier, c'est Home Exchange. Voilà. Alors l'histoire est assez marrante, c'est qu'on va avec le réseau Entreprendre à New York, on fait un voyage, on rencontre plein d'entrepreneurs incroyables, dont le patron de Trello, dont je me souviens le patron de Pompot, moi il m'avait fasciné, c'était un Français qui est allé aux États-Unis pour monter Pompot là-bas. On rencontre comment il s'appelle, qui a un podcast aussi qui s'appelle We Are New York. Ilan Abessara. Voilà, Ilan Abessara qui me montait à ce moment-là une espèce de téléphone pour les grands-parents pour qu'ils contactent. On le rencontre lui, etc. Et donc pendant ce trajet, on se dit, c'est fou, ils ont une ambition incroyable. Et on se dit, en fait, les seuls qui nous gênent sur le marché, c'est Home Exchange. Donc, on se dit, pourquoi on n'essayerait pas de les racheter? Et donc, un peu au culot, on leur écrit, on leur dit... Ouais. Quelle taille faites-vous à ce moment-là? En tout cas, on est... je me souviens plus, en toute transparence. Et ils sont plus gros ou moins gros, en fait, ils sont peut-être 3 à 4 fois... on l'a appris après, ils étaient 4-5 fois plus gros que nous, quoi. C'est quelque chose comme ça en chiffre d'affaires. Il y a, je sais plus quel banquier d'affaires qui nous disait récemment, il faut jamais racheter plus petit. Ouais. Non, mais quitte à racheter, autant racheter plus gros, point. En fait, nous, c'était assez rationnel. On s'est dit, aujourd'hui, on était considéré comme un bon acteur et qu'il y en avait qu'un qui nous gênait vraiment, c'est lui pour être considéré sur le marché. Donc, on se dit, logiquement, essayons, quoi. Comme ça, on aura... Ça paie rien de demander, en tout cas. Voilà. Ça coûte rien, pardon. Ça coûte rien, ça nous a quand même coûté cher, mais à la fin, voilà. En tout cas, ça coûte rien, donc on les contacte. La boîte est possédée par un Américain, un Suisse, William et Ed. Puis ils ont pris quelqu'un qui est actionnaire aussi, qui s'appelle Jim, qui est là pour un peu faire la transition. Voilà. Et eux, ils ont 70 ans, les deux premiers, le dernier un peu plus jeune. Et ils estiment 70 ans. Ouais, oui. Voilà. Donc on a cette chance-là, c'est que quand on va les voir, ils sont un peu ouverts d'esprit à transmettre. Voilà. Fondés dans les années 90 en plus. Ouais, donc vous venez les voir quand ça doit être fin 2015 la première fois. Ok, donc ça fait 20 ans, 25 ans qui bossent, mais vous n'avez pas les fonds vous n'êtes pas un gros acteur. Vous pouvez pas faire un chèque de 300 millions, je veux dire. Non, mais... Alors ça ne le vaut peut-être pas, mais... Non, ça vaut pas. Je pourrais donner juste l'histoire. On va le voir et en fait avec Emmanuel, dans le métro pour aller parce que donc le Suisse nous rejoint, je sais plus, dans un restaurant près de la gare de. Le Suisse, c'est le jeune ? Non, le Suisse, il a 70 ans aussi. C'est un type formidable qui s'appelle William. Et dans le resto, il pense qu'on va lui demander justement de nous racheter parce qu'on s'en sort pas. Et là, on lui dit, écoute, non, en fait, c'est pas du tout ça. Pas de partenariat, pas de truc. On veut vous racheter. Donc là, il explose de rire. Voilà. Il nous dit, de toute façon, vous n'avez pas les moyens. C'est qui, cette franchise ? Ouais, c'est ça. De toute façon, vous n'avez pas les moyens. C'est 50 millions. Alors, et là, avec Emmanuel, on s'est dit, quel que soit le montant, poker face. Et on fait, écoute, si c'est ce que ça vaut, il n'y aura aucun souci. On n'était même pas allé voir nos actionnaires à ce moment-là, mais je sais pas, on était remonté par ce voyage au réseau Entreprendre. Et donc là commence l'histoire. Et le deuxième petite anecdote marrante, c'est que en fait, ça n'a pas tellement été qu'un rachat purement rationnel. Ils avaient vraiment envie de transmettre. Et donc là, Ed, qui habite à Los Angeles, qui a une magnifique baraque près de Redondo Beach, qui est une magnifique plage, nous dit OK, vous voulez nous racheter, venez passer une semaine à Los Angeles. Donc faire connaissance. On va faire connaissance, voilà. Et donc nous on pense qu'on va discuter du prix pendant une semaine. Et en fait pas du tout. Pendant une semaine, ils nous trimballent un peu partout à Los Angeles. On a l'impression d'être en vacances. Ça. Ouais, c'est assez marrant. C'est vouloir transmettre le truc. Et à la fin, tu sais, c'est vraiment le truc authentique. On arrive à l'aéroport, on n'avait pas du tout parlé de prix, et il nous serre la main. Il fait maintenant, ok, on va pouvoir. On peut entamer la discussion, ouais, c'est ça. Ouais. Et Ed, c'est un type incroyable parce que il a été patron d'un sous-marin nucléaire. Il est médaillé de la médaille militaire la plus, je sais plus comment ça s'appelle la médaille, je sais plus quoi, aux États-Unis. Tu le vois à côté de Richard Nixon et tout. Et quand il te serre la main, c'est un petit bonhomme. Tu sais, il est un peu plus petit, mais il te serre la main, t'as l'impression que t'es en face d'un monstre, quoi. Donc tu serres la main, tu dis bon, voilà. Et on a vu d'ailleurs dans les négos qu'il était très 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 bon. Voilà.
Je fais une parenthèse, mais j'ai vécu un bout de temps aux États-Unis et c'est là que j'ai commencé à bosser ou lancer des startups. Et il y avait une mode à l'époque, c'était la mode West Point, où on disait qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui avaient été militaires, été passés par West Point, et que tu as cette discipline qui te permet d'avancer. Ouais, je sais pas s'il a fait ça, mais en tout cas, voilà, il y avait ce... West Point, pardon, qui est le Saint-Cyr l'école américain, quoi, l'école militaire. Vous réalisez que c'est beaucoup plus gros, vous commencez une discussion. Ouais, avec donc on va voir notre actionnaire qui à ce moment-là être notre assureur qui s'appelle Maïf, Maïf Avenir, et on leur en parle, le projet les intéresse, ça dure un an quasiment, donc fin 2015, on les rachète en février 2017, et là pendant un an on discute et avec les Américains et avec... C'est long, un an, personne se lasse? Nous non. C'est peut-être c'est là où dans la négo il faut faire attention. Je pense qu'à un moment on a basculé on voulait vraiment envie de le faire, quoi. Voilà, on pensait que c'était vraiment une étape pour nous, et je pense qu'à ce moment-là, quand tu bascules dans ça, t'es moins bon dans ta négo. Voilà, et c'est là où on a été peut-être le moins bon. Voilà. Et eux, ils vous ont mis en concurrence? Ils ont essayé, mais en fait. Je pense que si tu prenais... La boîte était assez intéressante, elle n'avait pas beaucoup de croissance, elle était assez rentable. Eux, ils prenaient pas mal... Puis elle est installée, elle a 25 ans sur le marché américain. Ouais. Existe, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que tu sais, aux États-Unis, soit tu disruptes le marché, t'es énorme, tu grandis très vite, soit tu deviens assez vite une grosse PME, et c'est pas forcément le même type d'approche en termes de rachat. Donc ils essayent, en tout cas, ils nous font croire que je le saurais jamais, je l'ai jamais reposé la question, qu'ils nous mettent en concurrence. Assez vite on se rend compte que ils se rendent compte plutôt que comme nous il y a des synergies, on est prêt à payer un petit peu plus cher que beaucoup de gens, tu vois. C'est-à-dire si tu as un truc complètement patrimonial, tu vas rentrer dans un multiple pur d'EBITDA. Nous on y voit plein de synergies, c'est qu'on fait un peu le même métier, à ce moment-là on vend de l'assurance, on se dit on va pouvoir en vendre chez eux, on va pouvoir mélanger les bases, on va pouvoir faire plein de choses que il y a que nous qui pouvons voir ces avantages-là. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. S'ils auraient pu nous vendre, il restait un petit concurrent anglais à ce moment-là, ils auraient pu essayer de le vendre, mais il se trouve qu'ils n'ont pas dû vouloir, ou je sais pas quoi, c'était pas pour eux, mais voilà. Donc je pense qu'on était ceux et en plus je pense qu'ils étaient inquiets de ce qui allait devenir pour Home Exchange. Tu vois, ils se disaient est-ce que si je le vends à un fonds plutôt en grosse, parce que c'était plutôt donc peu de croissance, si je le vends, est-ce que ils vont pas me le massacrer, ils vont pas en faire quelque chose. Donc il y avait un peu cette transmission quand tu as fait 20 ans. Il y avait qui au capital? Ils étaient que 3. Oui. Ce qui veut dire que, je sais pas, 15 millions à 3, c'est cool. 15 millions quand tu as 2 tiers de ton capital qui est détenu par des investisseurs. C'est un peu différent, exactement. Okay. Tu as bien résumé le truc. C'est clair que quand tu rachètes une boîte et que c'est des actionnaires, tu vois, comme Petit Cube, c'est pour acheter Petit Cube, ça tout de suite, le montant que tu pourrais leur offrir, il va dans leur poche. Donc en fait, c'est tout de suite des gros montants. Ce qui est sûr que si tu as fait 4 levées et que tu n'as plus que 10, 15, 20% de ta boîte, tu n'as plus que ce pourcentage sur le gain, quoi. Voilà. Combien on a acheté? Ouais. On dit pas trop, je crois. Mais en tout cas, on a levé pour les racheter. On a levé 33 millions. Donc, et on avait une partie pour les racheter. Voilà. Donc, c'est un peu moins de 33, mais on n'a pas trop le date. Il y a le temps file. Cet épisode est passionnant. Je te remercie. J'ai encore tellement de sujets. Je me demande si on va pas le couper en deux, mais on verra ça au montage. Une autre question se pose à ce moment-là, c'est que vous appelez Guest to Guest et vous décidez de vous appeler Home Exchange. Alors, l'histoire est assez marrante parce qu'au début, donc de récupérer, pardon, excuse-moi, je termine ma réflexion qui était dans ma tête, mais pas à l'oral, mais donc de changer de nom pour prendre celui du rachat, ce qui rappelle un peu un excellent épisode d'ailleurs de GDIY, Génération Do It Yourself, comment e-buzzing est devenu Tids. Avant e-buzzing, c'était le nom m'échappe, mais bref, et à chaque fois reprenez le nom de la boîte qui était rachetée. Je l'ai écouté, celui-là, il est super. Ouais, c'est Patrick. Non, comment il s'appelle? Sharpak, non. Je suis mauvais dans les noms. Pierre Chapaz. Ouais, Pierre Chapaz. Voilà. Il est super cet épisode parce que justement, c'est marrant. C'est là où tu dois mettre ton l'ego de côté. En fait, c'est très dur. On s'en fout. En fait. On s'en fout pas. En fait, dans l'absolu, t'es quand même content. Mais t'arrives à rationaliser. À la fin, le truc qui est important, c'est de trouver. Je pense que personne s'en fout quand t'as vécu avec une marque. Et par exemple, les équipes, par exemple, elles s'en foutent pas du tout. Tu vois, toi en tant que... Alors moi, je m'en moque parce que je suis pas attaché à ça. Emmanuel, qui crée Guest to Guest, qui a l'idée, il s'en moque un peu moins. Évidemment qu'on est attaché à la marque qu'on a créée, c'est notre bébé. Mais d'un autre côté, il faut être rationnel. C'est pour ça qu'à la fin, quand t'arrives... Mais t'es obligé quand même de passer un temps à expliquer, à trouver les bonnes rationalités, etc. Donc en fait, on le fait. Hein. Tu le fais, par exemple, tu testes un petit peu Guest to Guest aux États-Unis et tu demandes aux gens, Guest to Guest, ça représente quoi? Donc on fait ça. Et donc les gens, ils te disent jamais
que ça représente quelque chose qui est lié au logement. Et donc on se dit mais Home Exchange, c'est évident. Alors que Home Exchange, ça l'est. Le référencement naturel est très bon. La marque a une notoriété qui est supérieure. On fait une étude de notoriété dans États-Unis, France, Espagne. La marque est meilleure que le guest to guest. Donc à la fin, on se dit, et puis tu as aussi une logique de communauté, c'est-à-dire que si la plateforme technique qu'on va prendre, on le sait à ce moment-là quand on décide de garder Home Exchange, ça va être celle de guest to guest nous on est une vraie start-up, donc notre plateforme technique elle est bonne. Home Exchange c'est un vieux site qui est fait par un peu des freelances et avec 3 bouts de ficelle. Donc on sait qu'à la fin on va garder la plateforme technique, mais que si on garde la marque, voilà. Donc en fait c'est aussi un partage en se disant si on veut garder les gens de Home Exchange, on va déjà les changer d'univers technique, quoi, de plateforme. Donc si on garde, donc c'est encore un nouvel argument qui nous fait dire c'est quand même pas mal. Donc je dis pas que c'est le principal, mais c'est plein de petits arguments qui à la fin ça devient une évidence et toute l'équipe est d'accord pour dire que c'est la bonne décision. Mais c'est important parce que quand on fusionne Guest to Guest et Home Exchange, en volume de personnes, il y a plus de personnes chez Home Exchange, il y en a un peu moins chez Guest to Guest. On doit tout réorganiser au niveau humain et ce contexte-là, quand tu rachètes quelqu'un et qu'à la fin tu prends son nom, en fait pour les équipes, et on a perdu quelques personnes comme ça, c'est un peu un renoncement, c'est-à-dire que tu sens qu'ils sont attachés à l'histoire, t'as le problème de dire bah c'est plus notre histoire, c'est plus, donc on perd des gens qu'on trouve bien, un peu aussi à cause de ça. Donc t'as un enjeu humain, t'as un enjeu évidemment business, et à la fin c'est celui qui prime à la fin, mais t'es quand même obligé d'y faire attention, de respecter ça, parce que la culture elle vient aussi du nom, elle vient de tout ce qui, et la culture est hyper importante dans des entreprises comme la nôtre, quoi. Voilà. C'est passionnant. La Maïf vous accompagne facilement, c'est l'actionnaire historique, c'est ça? Ouais, c'est un partenaire devenu actionnaire? Alors oui, exactement. En fait, initialement, on cherche un assureur. La Maïf nous propose, ils sont incroyables. C'est compliqué de faire de l'assurance pour nous parce que en fait, il y a pas de, dans la location, c'est assez facile. Il y a une valeur marchande du bien. Nous, on n'a pas de valeur marchande. Il y a plusieurs assureurs, on leur demande des choses. Donc à ce moment-là, ils ont quand même envie, tous ont envie d'essayer, mais à la fin, c'est le seul qu'on arrive vraiment à conclure, c'est avec la Maïf, qui fait une assurance qui est totalement adaptée. Donc on se lance et puis en fait, on voit les limites de l'assurance, c'est que tu te retrouves dans une logique qui est très par pays national. Donc en fait, quand on commence à vouloir en vendre aux États-Unis, on se rend compte que on en vend déjà un tout petit peu, pareil, je devrais pas trop le dire, mais on en vend un petit peu aux États-Unis déjà, parce qu'on fait des échanges même avec Guest to Guest aux États-Unis, mais en fait, c'est un peu à la frontière de la légalité, on va dire. T'as pas le droit de vendre de l'assurance si t'es pas immatriculé dans chacun. Donc en France, on est à l'ORIAS, t'as un peu de tolérance si t'es sur l'Europe. Et donc quand on voit qu'on prend Home Exchange, en fait, on se rend compte qu'on peut pas vendre cette assurance sur Home Exchange sans être immatriculé dans chacun des États, parce qu'ils ont une réglementation différente. Donc là, on se dit c'est impossible. T'as 50 États, comment tu vas trouver. Et en fait, les règles en plus de 50 États sont différentes. Voilà, il faut que tu aies une entreprise, il y en a qu'il faut que tu prennes un agent d'assurance, machin. Donc on se dit c'est impossible. Et là, donc on est obligé de basculer, c'est-à-dire qu'on peut pas vendre de l'assurance. Et donc on se dit, en fait, comment font tous les autres pour avoir une sorte de garantie, de couverture pour personne. Donc Airbnb, par exemple, t'es couvert, mais il te parle jamais d'assurance. Et en fait, ce que tu fais, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que tu crées un système dans lequel tu as des garanties. Tu te mets à proposer quelque chose, mais tu l'intègres dans ton package général. Donc, c'est à ce moment-là que sur Guest to Guest, avant de fusionner avec Home Exchange, on crée un package. Au lieu d'avoir la caution et d'avoir l'assurance, on crée un truc à la nuitée, c'est 10 € par nuit, dans lequel on intègre une garantie. Et comme ça, factuellement, tu ne vends pas d'assurance. C'est-à-dire que c'est pas un choix, tu vends un package qui est, ça te coûte 10 € et intégré à ça, tu garantis que s'il y a un problème, tu le rembourseras. Et donc, c'est la Maïf, pour répondre à ta question, la Maïf, depuis le départ, donc, est devenue notre assureur grâce à ça. Quand on est passé à ça, c'est plus aujourd'hui notre assureur, c'est juste notre actionnaire. Et aujourd'hui, on est notre propre assureur. C'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de toutes les garanties. Et tu as suffisamment de surface et d'assurance pour le faire ? En fait, tu fais pas de... Ouais, alors donc beaucoup d'études. Au début, on avait un réassureur anglais parce qu'en fait, tu sais, on gérait déjà tous les cas. Il y a très peu de cas en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de cas, donc tu gères juste un risque. C'est jusqu'à quelle hauteur. Il se trouve que notre surface financière, comme le site marche bien, on a suffisamment de trésorerie. Donc aujourd'hui, on a une somme bloquée qui nous permet de garantir, grâce à des calculs d'actuaires que je ne comprends même pas et que je ne cherche pas à comprendre. On disait voilà, si vous voulez être assuré pour les risques de temps à temps, voilà. Et aujourd'hui, on est capable de garantir, c'est 1 million à peu près, c'est 1 million
millions de garantie si t'arrive quelque chose. Ça nous est jamais arrivé. Je crois que notre plus gros, il doit être à 5 000 et c'était un ensemble de petites choses. Voilà, mais c'est pas du tout. T'as commencé à parler du modèle, donc c'est super, on va sauter dessus, mais je fais juste une parenthèse. Il y a quelques années, on voulait offrir avec une belle marque de médias sportifs française. On voulait faire un concours pour la Coupe du Monde 2014, 2016, 2000, je sais plus. Ouais, bon, peu importe. Et en fait, le prize money, le prix à gagner, c'était un salaire de footballeur à vie. Donc en gros, je sais plus, c'était 50 000 balles par mois sur 15 ans, un truc comme ça. Donc ça fait quand même entre 5 et 10 millions, j'en sais rien. Et bien, pour assurer ça, pour gagner ça, il fallait deviner c'est un peu comme le truc le March Madness aux États-Unis sur le basket. Il fallait deviner les scores de tous les matchs. Donc des 15 matchs du premier tour au dernier. Et ben, l'assurance pour ça, et comme dit, c'était une quinzaine de millions d'euros. L'assurance pour ça, je crois que c'était 6 000 euros. Ouais, 5 000, 6 000. Enfin, c'est au final pas très cher. C'est un calcul de risque. Derrière, voilà, un calcul de risque tout bête. T'as commencé à parler du modèle, super, ça me permet de passer à la suite. Ça fait une cinquantaine de minutes qu'on se parle. Cet épisode est passionnant. On va encore parler donc du modèle maintenant, de l'offre et de la demande. Comment est-ce qu'on construit l'offre, comment est-ce qu'on va chercher la demande, du système de guest point et qui sont les points que j'acquiers justement. Tu vas nous expliquer, et de leur valorisation. On va parler un peu de business et d'ops avec les tarifs, les enjeux aujourd'hui, où se trouve la croissance, un peu de marketing dans les 15-20 à la demi-heure qui suit. Voilà, chers auditeurs. Et on terminera juste par un détail sur la plateforme technique. Voilà le sommaire de la suite. Ça fait une cinquantaine de minutes qu'on se parle. Le modèle a évolué. Donc au tout début, c'est gratuit, vous vendez des assurances optionnelles et vous prenez un cut. Là, tu viens de me dire qu'à un moment, vous passez à la nuitée. La nuitée, c'est 10 euros par nuit. Celui qui voyage, c'est l'invité. C'est l'invité qui paye, et il n'y a pas de partage de revenus. Non. Ok. En fait, il paye 10 euros et en fait, on est vraiment dans un système de location, et avec ces 10 euros, ce qu'on lui garantit, c'est une sécurité, c'est l'accès à la plateforme, c'est tout un certain nombre de services, dont l'assurance, voilà, dont on devrait pas dire assurance, donc dont la garantie, dont un traitement, etc. Donc et ça, on passe, ça, je sais plus, ça doit être en 2018, voilà, assez rapidement. 2011-2018, c'est le système. C'est le système, exactement. Okay. Et donc on arrête 2018 nuitée, ouais. Et en même temps on a Home Exchange avec son abonnement que tu dois prendre dès le départ. Voilà. Et donc quand on décide de fusionner Home Exchange et Guest to Guest, en fait il faut qu'on ramène les deux. Donc un peu, on pourrait parler d'apprentissage, un peu de façon apeurée. On se dit on va avoir tellement de problèmes, en fusionnant qu'on va pas tenter de supprimer un des business models. Donc quand on fusionne Home Exchange, on garde les deux business models. Donc je paye pour m'abonner et ensuite je paye à l'annuité ? Non, j'arrive. Alors on change. T'es plus obligé de t'abonner dès le départ, mais tu peux. Donc il y a des endroits où les gens par défaut ils s'abonnent comme ça. Tu sais, il y a un peu j'ai payé, je suis tranquille. Voilà. C'est pas en France, non. C'est moins en France que dans d'autres pays, voilà. Et c'est une sorte de démarche d'esprit différente, c'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant je peux faire tout ce que je veux, voilà. Mais à la base, c'est je rentre sur le site, le vrai funnel, c'est je vais regarder les maisons et au moment de payer, je peux prendre soit un montant à l'annuité, soit l'abonnement. L'abonnement en 2018. Exactement. C'est plutôt je pense que c'est fin 2010. Ouais, je pense que non, c'est quand on a fusionné, donc c'est forcément fin 2018, ça doit être début 2019. D'accord, donc on propose les deux business models et en fait, et tu le choisis au moment de ta finalisation de ton échange. C'est-à-dire que tu fais ton échange, tu regardes et donc ton choix, il est simple, c'est soit tu peux pendant 1 an faire des échanges gratuitement, soit tu vas payer, si tu fais 3 nuits, tu vas payer 30 euros au lieu de payer des 130 euros d'abonnement. Donc tu responsabilises l'acheteur en lui disant si tu veux plus de 13 nuits en final, ça te coûte. Ça c'est le côté rationnel. Je pense qu'il y en a qui le font, il y en a qui le rationalisent pas. Tu sais, c'est une des théories économiques, c'est qu'on n'est pas totalement rationnel par rapport à ça. T'en as qui ça les rassure d'avoir de ce système-là. Il y en a d'autres. Voilà. En fait, ça, on garde ça pendant 6 mois. Ça a 2 impacts. Ce qui est dommage, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est développer l'usage et on se rend compte que quand tu fais à la nuitée, tu as moins d'usage. Parce qu'en fait, les gens, à chaque fois, vont s'interroger sur le prix et que quand tu as un abonnement, les gens vont avoir plus d'usage parce que comme ils ont été abonnés, ils ont tendance à beaucoup plus utiliser le système. Or, nous, on veut qu'on développe l'usage, donc on a intérêt plutôt à mettre l'abonnement. C'est la première raison. Deuxième raison, on se rend compte que quand les gens utilisent à la nuitée, il y en a un certain nombre qui vont faire 2-3 nuitées, un peu comme tu fais de l'hôtellerie. C'est-à-dire, je vais diminuer mon montant, je vais faire mon premier échange, ça me coûtera 30 balles, etc. Et ces gens-là, on a plus de problèmes avec eux. Alors, c'est pas forcément ce truc. Globalement, on se rend
rends compte qu'il y a ils sont plus chiants. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont payé à chaque fois. Ils ont payé les donc. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, tu payes plus cher, mais comme ils ont payé pour ces nuitées, ils ont l'impression, même si c'est 10 €, comme tu dis, voilà, ils relient le prix à la. Tu payes pour une nuit versus tu payes pour une communauté. Exactement. Donc en fait, on voit que la sinistralité sur les annulations, parce que nous on a sur 2 problèmes, c'est s'il y a un problème d'annulation, ce qui n'existe pas dans le marché non plus, c'est-à-dire que quand tu as un hôtel ou une location, souvent t'as jamais d'annulation de celui qui est en face, parce qu'en fait c'est des biens plutôt professionnels. Ça existait un peu dans le début de Airbnb, mais ça n'existe pas en hôtellerie, quoi. Si ton hôtel n'a pas brûlé, ta chambre elle est réservée, quoi. Nous on a un peu ça, donc faut qu'on assure ça, ce qu'on fait très très bien aujourd'hui. Il n'y a jamais de problème parce que soit on te retrouve un échange, soit on te paye un hôtel et quelque chose. Donc on assure ces deux sujets. J'ai perdu le fil de ce que tu me demandais. Mince. Non, le choix des modèles. Ah oui, et donc on se dit à ce moment-là, ces gens-là, ils nous causent plus de problèmes, ils font plus d'annulations, voilà. Donc on se retrouve avec les 10 € par nuit et l'abonnement. Deuxième problème, ces gens-là sont plus embêtants. Il y a moins d'usage et à la fin, en fait, ça nous crée, et là on peut parler que marketing, ça nous crée deux funnels complètement différents. 2 personas et 2 usages. Exactement, 2 usages complètement différents. Donc en fait, on galère à chaque fois, on fait 4 mails différents, on fait 4 histoires, etc. Et donc on décide à ce moment-là, on se dit, alors on fait, je sais pas si tu fais ça avec ton associé, mais avec Emmanuel, on décide d'aller se balader sur la plage. Et sur la plage, après 3 heures de discussion, on se dit, mais en fait, on devrait faire que l'abonnement. Voilà. Et on rentre au bureau donc le lendemain et on annonce ça un peu aux gens. Le bureau, il était où? Il était pas près de la plage. Hein. Oui, on rentre le lendemain au bureau, donc dans le 10e, et là on annonce à tout le monde en disant non, on pense avec Emmanuel qu'il faut faire ça. Donc là, le truc c'est ça. En plus pareil, ça revient. Les guest to guest initiaux se disent Home Exchange. Ils nous ramènent Home Exchange a gagné, on a déjà leur marque, etc. Mais surtout, ça fait 6 mois ou 1 an, je sais pas quand, mais que vous bossez sur ces 2 modèles, cette intégration, le dev, le marketing qui est derrière, les emails. Très, très, très. Typiquement, tu vois, mauvaise décision. Si on veut le refaire, je pense qu'on aurait dû le faire dès le départ. On aurait sans doute dû travailler un peu les guest to guest qui avaient plus cette habitude, mais là, les clients. Mais voilà, on aurait dû le faire. Il se trouve que nous, on le fait pas comme ça, un peu apeuré avec la fusion. C'est notre parcours, quoi. Et à la fin, on finit, et ça, c'est octobre 2019. Donc, on fait plein de parcours pour que les guest to guest puissent avoir des avantages qui avaient pris. Donc, il faut arriver à réunifier. On lance l'abonnement. Donc là, on a une plateforme, un abonnement. Octobre 2019, on se met à retrouver nos croissances parce que la croissance de Home Exchange avait un peu écrasé la croissance de Guest to Guest. On devait doubler chaque année avec Guest to Guest, mais quand tu te prends quelqu'un qui est 6 fois plus, même si tu doubles, tu as moins de croissance. Et lui qui est assez flat, qui est assez flat. Voilà, on se remet à avoir des croissances qui sont plutôt de l'ordre de 30, 40, 50%. Grâce à cette unification des modèles, on se remet à avoir beaucoup plus d'usages qu'on en avait, etc. Ça, c'est octobre, novembre 2019. Et puis, ça fait ça janvier, février 2020. Et bizarrement, en mars 2020, il se passe un événement mondial qui nous arrête dans ça. Mais jusque-là, voilà. Et c'est là où on a beaucoup d'espoir pour la reprise parce qu'on se rend compte que la simplicité de ce qu'on a créé maintenant nous permet vraiment de nous affirmer sur le marché. Pourquoi 130 €? Alors, historiquement, on a, pareil, tu vois, un 150 $, 130 €? Ouais, alors, c'est exactement, c'est 150 $, 130 €. C'était la parité au moment où ça a été créé. C'est moins vrai maintenant. On a déjà fait une première étape, c'est qu'il y avait des pays dans lesquels c'était 50 €. Et nous, on pense que c'est une mauvaise idée parce que ça crée des différences de communauté. Alors, là-dessus, on partage avec Emmanuel. On n'est pas tout à fait d'accord avec Emmanuel pour tout te dire là-dessus. Mais sur le montant ou sur le sur le fait de dire qu'il pourrait y avoir des prix différents dans certains pays. C'est vrai que si tu vas en Inde, peut-être que la différence de prix est importante. Mais en tout cas, on a uniformisé les prix et on essaye d'avoir une parité aujourd'hui. On n'a pas, pareil, apprentissage, c'est qu'on s'est dit, quand on a fusionné les 2 sites, on s'est dit on va perdre les Home Exchange, donc on va pas augmenter le prix. Et on a fait une erreur parce qu'en fait, on apportait des garanties que ne proposait pas Home Exchange. C'est-à-dire Home Exchange, tu te débrouillais. Hein. Si tu avais une annulation, c'est toi qui devais payer. Donc, on a apporté un vrai service qui a un vrai coût et on n'a pas augmenté le prix. Voilà. Donc, ça avait du sens. Je pense que ça aurait du sens d'augmenter le prix un jour. Voilà. Pas forcément pour notre communauté. C'est un peu l'avantage, c'est que tu peux garder ta communauté et leur laisser leur prix. Et comme on a une forte croissance, tu peux avoir un prix un tout petit peu différent pour les nouveaux qui, eux, arrivent après et qui n'ont pas apporté ce qu'il y a. Donc, c'est pas impossible qu'un jour on le fasse. Si on était honnête avec nous-mêmes, on devrait augmenter un petit peu le prix. Et du coup, c'est pas un one-time fee, c'est un abonnement annuel. Exactement. C'est un abonnement. En fait, on pourrait dire c'est plutôt une adhésion, une souscription annuelle, quoi. En fait, on dit un abonnement parce que dans en fait, d'ailleurs, dans tous les traductions qu'on fait dans les différentes langues, ça peut être un peu différent. Voilà. En France, on a tendance à dire abonnement.
10 millions d'euros environ. À 130, ça fait quoi? 80 000, 75, 80 000 abonnés, un truc comme ça. Voilà, la vision est bonne. T'as beaucoup de churn. Comment est-ce que tu t'assures que les gens restent? En fait, je dis, aujourd'hui, on va dire que le taux de churn, ça doit être, on tourne autour de 25-26%. Voilà. Je pense qu'on peut encore progresser. Voilà. Alors, et c'est cette année. Donc, tu vois, en plus, je pense que si on n'avait pas eu cette année, je pense que, et on a progressé. C'est-à-dire que l'année dernière, on devait plutôt être à 69, 70. Donc, tu vois, on a quand même continué à progresser dans l'année, malgré le Covid. 69, 70%. De taux de renouvellement. Ok. Voilà, pardon. Pas l'inverse. J'ai inversé. Ouais. J'ai inversé. Donc, 30% de churn, vous êtes descendu à 25, malgré cette année. Malgré cette année, je pense que là, il y a forcément, aujourd'hui, c'est marrant parce que de temps en temps, on nous pose la question, mais c'est jusqu'où on peut aller? Je sais pas, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as toujours un peu de gens. On pourrait arriver à créer des systèmes. De temps en temps, tu vas pas voyager une année, tu vas déménager, tu vas le temps que tu puisses te réinstaller, te retrouver. Et ceux-là, on les cherche pas. On pourrait mettre en pause, on pourrait faire des systèmes. On n'a pas prévu pour l'instant, mais c'est des sujets pour nous parce que c'est tellement précieux de garder un client qu'on devrait pouvoir traiter ce cas-là. Mais aujourd'hui, on le traite pas. Et à la fin, il y a forcément, on a déjà eu, par exemple, dans toutes nos histoires, j'ai 45 000 AD-notes, on a déjà eu un décès, tu vois. Donc, quelqu'un, il décède, la personne est arrivée devant chez elle et en fait, elle n'avait pas eu de nouvelles et il s'est rendu compte que la personne était décédée. Donc, ça arrive qu'il y ait un taux de churn naturel. En fait, est-ce qu'il est de 5, 10, 15? Je ne sais pas. Voilà. Nous, on espère, qu'on pourrait être dans les 15. Le vrai taux de churn, pour nous, ça devrait plutôt être 15, 16 plutôt que ce qu'on a aujourd'hui. On a encore à progresser. Ok. Alors, pour rester commencer par l'offre plutôt, t'as un enjeu, vous avez 450 000 maisons à date, t'as un enjeu tu as dit élargir ton marché, donc c'est l'offre et la demande. Sur l'offre, comment est-ce que tu vas chercher de nouvelles... Aujourd'hui, on fait que nos 3 axes principaux, c'est, comme je te dis, du parrainage, du référencement du parrainage et du bouche à oreille. Donc ça marche très très bien. En fait, t'es jamais aussi convaincant dans l'échange de maisons quand on a fait un. Voilà. Donc ça marche très très bien et on continue à le développer. Je dirais pas qu'on a totalement craqué le système, mais en fait, c'est marrant parce que tu vois que quand on fait des petites études géolocalisées, tu vois, en fait, quand quelqu'un a fait un échange qui s'est très bien passé, en fait, progressivement, tu vois qu'il y a une augmentation du nombre de personnes autour de cette personne. On a fait 2-3 études comme ça assez marrantes. Je l'ai fait parce que j'ai une petite maison à Trévoux-Tréguignec dans les Côtes d'Armor et j'ai vu que il y avait une augmentation. Il y a une personne que je connaissais pas qui a fait un échange et j'ai observé de cette façon. Donc, il y a premier niveau, c'est bouche à oreille. Deuxième, c'est référencement naturel. Et plus on augmente ça, mieux c'est. Voilà. Et après, on fait, comme tout le monde, des AdWords et des Facebook Ads. Là où on n'est pas encore totalement très, très bon, je trouve, c'est qu'on n'arrive pas à sortir aujourd'hui dans nos pubs de notre pur marché. C'est-à-dire que sur échange de maison, aucun problème, tout le monde nous choisit, etc. Si on commence à faire vacances pas chères, en fait, c'est un marché qui est très concurrentiel, hein, vacances pas chères, etc. Donc là, on travaille plutôt la partie SEO et on n'est pas très, très bon. Ce qui prouve qu'on a encore des progrès à faire parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas moins cher en termes de vacances. Quand même. Exactement. On a encore un gros travail, ce que nous on appelle de l'évangélisation. Voilà, exactement. Mais on a un gros travail là-dessus parce que aujourd'hui, il n'y a pas moins cher que nous. C'est-à-dire que si tu veux te loger pendant une semaine, c'est à peu près la durée moyenne, c'est 5-6 jours selon les pays. Si tu veux te loger, il n'y a pas moins cher que nous, quoi. C'est pas possible. En fait, c'est juste factuel. Voilà, c'est factuel. Et pourtant, sur vacances pas chères, on devrait être en tête. Donc, il y a encore un travail pour expliquer, pour montrer aux gens que la peur qu'ils ont d'avoir sur vacances gratuites que vous devriez. Voilà, sur vacances gratuites. Mais exactement, en vacances pas chères, vacances gratuites, etc. Mais en fait, la gratuité est souvent associée à quelque chose de négatif. Pour te raconter, en fait, quand on a passé à la nuitée, au début, elle n'était pas obligatoire. Sur 90%, c'était l'hôte qui décidait si tu... Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et quand on l'a rendu totalement obligatoire, en fait, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du pur gratuit, en fait, c'était très, très peu. Et on n'a pas du tout augmenté. Donc, la gratuité faisait plus peur. Et en fait, on a arrêté de dire gratuit. Alors, tu as un abonnement, mais globalement, tu pars gratuitement chez les gens. On a arrêté de dire ça parce qu'en fait, les gens n'y croient pas. Alors que c'est vrai, ça veut dire que gratuitement, tu vas te loger. Je dis gratuitement, tu nous payes quelque chose à nous, mais à la personne, tu lui payes rien. Et il y a des gens, ils font. J'ai regardé l'autre fois, je crois que l'année d'avant, il y a quelqu'un qui avait fait 35 échanges et il avait payé 130 €. T'imagines le prix de la nuit pour sa famille, ils sont 5. C'est en centimes d'euros, quoi. Je viens à la demande dans une seconde, mais du coup, pour rester sur l'offre, donc ouais. Bouche à oreille, parrainage, AdWords et Facebook Ads. C'est plutôt quelle typologie
Alors c'est des résidences secondaires principales Non, il y a beaucoup de... il y a un peu des deux. En fait, les résidences secondaires nous aident dans ta problématique que tu as abordée au départ, c'est-à-dire le fait que ça soit disponible. Voilà. Ça nous aide un peu, mais ça doit être 20%, 80% quand même de résidences principales. La typologie de personnes est un peu différente selon les pays. En France, c'est c'est un peu toi, moi, c'est comme on n'aime pas donner des noms, mais c'est un peu classe moyenne, on va dire. Il y a beaucoup de classe moyenne. C'est quelqu'un. La typologie, c'est pas le plus bel appart de Paris, c'est un appartement qui est habité avec des gens normaux, c'est un fils de je sais pas quoi, c'est j'ose pas te donner non, mais okay, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est les revenus, c'est pas des revenus très hauts, et en province, c'est quelqu'un qui a pas la maison, qui est juste le long de la mer, qui est souvent en second voilà, et qui mettent beaucoup de comment dire, de passion dans leur maison, qui souvent tu vois, il y a cette notion, et c'est un peu différent dans chacun des pays, mais en France c'est un peu ça, ça veut dire qu'on a un logement. On peut le dire d'ailleurs, que tu sois locataire ou propriétaire, tu peux le faire, mais tu as un logement dans lequel tu vas y mettre quelque chose, et donc tu vas l'utiliser comme étant quelque chose qui est important pour toi. C'est pour ça que l'échange de maison, les gens vont faire attention. Et c'est à peu près ça. Et ça va du jeune couple qui commence à se poser des questions sur la tarification, voilà, jusqu'aux retraités. Voilà. Et on a des retraités qui utilisent notre système tout le temps. La complexité pour nous, c'est qu'on a plein de populations différentes, donc des gens qui maîtrisent très très bien Internet et d'autres qui maîtrisent beaucoup moins bien. Voilà. Je switch doucement à la demande du coup. C'est donnant-donnant. C'est-à-dire Ah oui, il faut forcément un jour. Alors, en toute transparence, c'est pas totalement ça. En fait, initialement, quand tu vas remplir ta maison, tu vas remplir ton profil, tu vas remplir ta maison. Et pareil, tu vas voir la gratuité, c'est assez étonnant. On va te donner des points. Voilà, donc au départ, on va te donner, et quand tu te fais vérifier, donc c'est obligatoire au bout d'un moment pour faire un échange, quand tu vas te faire vérifier, que tu vas faire tout ça, à la fin, tu as 1200 guest points. D'accord. Grâce à ça, le prix moyen d'une maison, ça doit être 110, 120 guest points, donc tu peux quasiment partir une dizaine de jours. Voilà. Et en fait, le prix moyen, c'est d'adhésion de vérification, c'est 120 guest points, c'est ça? Le prix moyen de la valorisation d'une maison, c'est 120. Donc en fait, si on t'en donne 1200, ça te fait entre 8 et 10 jours gratuits pour partir chez les gens. Okay. Et là, à ce moment-là, on te demande pas d'avoir accueilli. Donc c'est là où je te dis c'est assez magique. Donc c'est la que valorisation, une nuit vaut entre 100 et 150, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais elle est fonction de l'endroit où j'arrive. Exactement. Alors il y a un petit algorithme qui va te faire un petit calcul qui va te proposer une valorisation de ton appartement ou de ta maison. Okay. D'accord. Et suite à ça, tu as la possibilité de l'augmenter un tout petit peu. On ne croit pas être totalement bon là-dedans. On a beaucoup progressé. Notre algorithme permet de valoriser les maisons, mais il reste un petit peu de latitude. Puis notre logique, je te le dirai après, mais en fait, on gagne pas d'argent avec ces guest points. Donc en fait, notre logique, c'est juste que les gens puissent faire des échanges. Et tu peux la mettre à 0 si tu veux. Tu peux le diminuer autant que tu veux, mais tu peux pas l'augmenter autant que tu veux. Et en fait, la nature humaine est faite de telle façon qu'on a changé notre algorithme parce qu'au début, il était un peu plus linéaire. Et donc il y a des gens qui étaient très contents parce qu'ils avaient 10 chambres. Et donc si tu avais 10 chambres, ben, tu avais 500 ou 600 guest points. Et en fait, ça n'a aucun sens parce que tu ne peux jamais trouver d'échange. Et donc, en fait, la seule chose que ça te fait, c'est que ça te sort du système. Donc, on a énormément travaillé pour que tu aies un petit appartement où là, c'était 40 ou 50 guest points. Là, par contre, en fait, pour arriver à avoir soit une maison qui a été à 100 ou à 150, eh ben, il fallait que tu en fasses des nuitées. Donc, on a écrasé un peu le système pour que il fonctionne mieux, en fait, qu'il y ait plus de circulation des guest points. Alors, que je comprenne, donc tu t'inscris en fonction de ta maison et de votre algo, j'ai un certain nombre de guest points. Alors, je t'en donne et je valorise ta maison. C'est deux choses différentes. Ok. Tu valorises même. Je valorise en guest point ta maison. Je te dis, ta maison vaut 100 guest points par nuit. Par nuit, exactement. Et tu m'en donnes. Et je t'en donne pour que tu puisses commencer l'expérience. Ok. Et ensuite, comment est-ce que j'en gagne? Eh ben, en fait, tu as deux façons d'en gagner. Tu n'as qu'une façon d'en gagner, c'est d'accueillir au bout d'un moment. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'expérience naturelle, le funnel, si tu veux, c'est les gens vont s'inscrire, vont faire une première demande d'échange, voilà, et ils vont avoir dans 80% des cas, les gens vont leur dire oui, mais j'ai pas envie je vais pas venir chez vous. Ils vont utiliser les points qu'on leur a donnés pour aller chez la personne. Et en fait, comme ils ont vécu une expérience incroyable et qu'ils ont envie de recommencer, eh ben ils vont accueillir en deuxième. C'est 94% des gens. Il y a toujours 5-6% de gens qui et c'est pas tellement les gens qui ne veulent pas, c'est des gens qui ne trouvent pas des gens pour venir chez eux. Malheureusement, t'as des endroits où je vais pas être pour être vraiment transparent, il y a des endroits où les gens n'ont pas forcément encore envie d'aller. Moi, j'ai bon espoir parce que en fait, il y a très peu d'endroits où t'as pas envie d'aller. On voit, il y a des échanges, les gens vont se retrouver dans un endroit, tu dis, mais qui a envie d'aller dans ce endroit? Qui a envie d'aller dans un studio à Bourg-la-Reine? En fait, il y a des gens pour
aller à Bourg-la-Reine. Alors, on n'a pas. Non, c'est vraiment pas professionnel, mais c'est plutôt parce que la grand-mère, elle habite à Bourg-la-Reine. Et donc, si je veux venir la voir pendant une semaine, c'est plus facile plutôt que de prendre un appart à Paris. Je vais rester juste à côté, je vais me trouver un appartement à Bourg-la-Reine. Voilà. Donc, tu as vraiment des cas de plus en plus. Alors, c'est pas professionnel, mais c'est vacances, mais c'est pour être plus à l'aise. Et on a vraiment des cas dans toute la France, dans tout le monde entier, comme ça, où c'est je cherche à me trouver l'endroit qui est le plus proche. Tu trouves pas tout le temps, mais si tu peux, t'es content. Donc, je gagne des points, des guest points, c'est ça, en inscrivant ma maison, ma résidence principale ou secondaire. J'en gagne quand je la prête, enfin quand je la... c'est quoi le terme chez vous? Je la prête. Tu la prêtes. Ouais. Quand tu invites. Je peux utiliser ces guest points pour aller passer des nuits quelque part. Et si j'ai plus de guest points, si t'as plus de guest points, non, tu peux pas en acheter. Non, le système. En fait, si je t'en ai, ça n'a pas de sens. Tu vois, initialement, ça devient une monnaie si je peux en acheter quoi. Alors oui, et puis aussi c'est un peu magique quoi. C'est-à-dire que tu vas me payer moi de l'achat de guest points pour aller. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est une location déguisée, sauf que c'est moi en tant que société qui récupère l'argent. Donc, si on commence à faire ça, ce que va faire l'hôte, c'est qu'il va dire, non, tu viens de récupérer 600 ou 700 euros de guest point pour que l'autre vienne chez moi. Pourquoi tu m'en donnes pas si c'est de la location? Donc, non, c'est pas vertueux. Tu vois, je sais pas si j'ai compris. Voilà. C'est pas vertueux, c'est pas possible à faire ça. Donc, en fait, ce qu'on essaye, c'est que. Et puis, ça motive la communauté, ça motive l'usage de. Le but, c'est que les gens ont besoin de sentir que tu accueilles. C'est comme ça que se crée la confiance aussi. C'est que si tu n'accueilles jamais, en fait, tu ne peux pas, au bout d'un moment, dire j'ai envie d'aller chez toi, quoi. C'est impossible. Et d'ailleurs, tu vois, sur les gens de l'équipe, on leur dit aujourd'hui, si vous voulez faire, vous devez aussi accueillir. On vous propose de pouvoir partir. Voilà, on leur donne un peu plus de points que pour les gens de l'équipe. On leur donne la possibilité de faire des voyages, mais on leur dit vous ne pouvez utiliser ces points que si vous accueillez. En fait, c'est ça la norme, c'est que si vous n'accueillez pas, premièrement, vous ne connaîtrez pas les deux pendants de l'histoire, c'est-à-dire accueillir et partir. Partir, c'est magique. Accueillir, c'est différent, mais c'est vraiment intéressant à faire. Je dis, il y a plein d'avantages. Il y a quasiment zéro inconvénient. Il faut juste surpasser la petite peur que l'on a d'avoir des gens que l'on ne connaît pas chez soi. Mais en fait, tu les connais. Et on essaye de tout faire pour qu'il y ait un contact important entre les personnes. Et en fait, si tu as un contact qui est bien, en fait, ça se passe toujours très bien. Voilà. Les petits points de friction, c'est, je viens de le dire, la communication. Tu vas te retrouver, en fait, tu as des gens qui adorent beaucoup parler, voilà. Et si en face, tu as quelqu'un d'un peu froid, en fait, ça, c'est des sources de frustration, d'énervement et donc de friction. Le deuxième, c'est la propreté. Tu vas te retrouver en fait, c'est pas que les gens sont sales, c'est pas que les gens sont, mais les gens sont tous différents, ils n'ont pas le même niveau d'exigence. Voilà. Donc il y en a, s'ils laissent 3 miettes sur ton plan de travail, tu vas rentrer, ils vont être indignés parce qu'il y a 3 miettes et on reçoit de temps en temps des photos de gens. Et moi, je le respecte parce que chacun est différent par rapport à ça. Et il y en a d'autres, ils vont dire oh ça va, c'était 3 miettes quoi. Et donc quand ça commence comme ça finit mal. Voilà. Et le 4e point, c'est sur le rangement en fait, qui est un peu différent de la propreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un rapport au rangement très différent. Et pareil, si tu arrives chez quelqu'un qui a rien rangé pour toi, ce qui arrive rarement, mais parce que pour lui, en fait, il voit même pas l'utilité, quoi. Oui, il voit même pas le problème. Il voit pas le souci. Et ben voilà. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire que des gens se ressemblent. C'est des gens qui se ressemblent sur ces 3 points, qui se rencontrent. C'est là où ça se passe le mieux possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos algorithmes, c'est que les propositions qu'on te fait soient différentes de celles qu'on va faire à quelqu'un d'autre, alors que tu as les mêmes caractéristiques, mais on arrive à le cerner et à te faire des propositions. On fait de la rencontre, hein, on fait du matching entre les personnes. C'est arriver à donner les bonnes correspondances entre 2 personnes. Hyper intéressant, et surtout ça doit être bien complexe au niveau de l'algo. Ouais, on a des personnes qui sont très fortes pour le faire. Il y a un rapport monétaire au guest point? Comment vous avez Initialement, c'était comme ça. Un guest point, c'est 1 euro? Ouais, au départ, c'était ça. Parce que, en fait, quand on a commencé, on se disait, il faut que les gens l'intègrent. Et on se rend compte que les gens ont tendance encore à le faire. Aujourd'hui, ça a moins de sens parce que on n'a pas surévalué le guest point. On n'a pas changé le guest point avec le temps, alors que les maisons ont changé. Tu vois, si tu vas comparer à Airbnb, je pense que si tu le faisais aujourd'hui, il n'y aurait pas la même correspondance. Initialement, c'était comme ça. Ce qui est impressionnant, c'est que les gens, ils mettent beaucoup de valeur. Voilà. Et donc,
c'est même étonnant. Tu te dis, mais comment c'est possible? Donc, il y a des gens qui vont te dire, non, mais là, vous avez donné, parce que de temps en temps, on fait des petites offres promo, on te dit, si, je sais pas tu quoi, cette semaine, voilà, si tu fais un échange cette semaine, tu vas... 2 guest points au lieu d'un, quoi. Voilà, t'en auras, on vous offre 100 guest points ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui nous écrivent en disant, c'est inadmissible, vous avez donné. Donc, alors qu'en fait, nous, premièrement, on n'a aucun intérêt. Et en fait, nous, ce qu'on cherche juste, c'est à favoriser les échanges. Donc, par exemple, si quelqu'un a déjà reçu et a des difficultés à faire un échange, ça nous arrive d'accepter qu'il soit en négatif. Et on lui dit, dans ce cas-là, on va te mettre en négatif pour que tu conclues ton échange et nous, on va te trouver quelqu'un. On met des agios. Voilà, on met pas d'agios, non, et les guest points sont la même valeur entre Paris, Bourg-la-Reine ou New York? Alors, il y a l'algo oui, c'est-à-dire que ceux que tu as, ils ont la même valeur partout dans le monde. Une chambre vaut le même nombre de... Enfin, je sais pas. Non, les caractéristiques, en fait, tu as des caractéristiques de l'algo qui vont te juger alors, c'est lié, tu le dis, c'est lié un peu, ça peut être lié à l'endroit. En fait, c'est lié à ce que tu as chez toi, c'est lié à un certain nombre de caractéristiques de ta maison. Donc, c'est sûr que si tu as plus de chambres, si tu as un home cinéma, si tu as une piscine, tu vas avoir une valorisation de ta maison qui est supérieure. Voilà. Donc, 2 biens identiques à Paris ou à New York, ou pour la Reine à New York, pour mon exemple, ont la même... non, parce que tu as dit que la localisation. Voilà, la localisation. Donc, si tu es à Bourg-la-Reine, a priori, ça sera moins important. Et il faut savoir aussi que dans les différents pays, tu prends aux États-Unis, comme tu as vécu, tu le sais, la taille globale des maisons et des appartements est beaucoup plus grand. Alors, à New York, c'est un peu différent. Ouais. Mais voilà, en dehors des villes, dès que tu as. En dehors de New York. Ouais, exactement. Ouais, c'est un peu même à Boston, c'est un peu plus grand. Ouais. Nous, nos bureaux on a des bureaux aux États-Unis, c'est à Boston, mais globalement, les maisons sont impressionnantes, quoi. Si tu peux faire une recherche aux États-Unis, tu as des baraques, tu as l'impression que tu n'en as jamais vu en France, des comme ça. Et quand tu discutes avec des Américains, il fait ouais, c'est une maison, quoi. Ils arrivent dans des trois. Et ils arrivent, ils sont hyper contents. Hein. Ils arrivent dans des petits 2 pièces, tout resserré, ils sont très contents. Formidable. Quel est une dernière question sur le business, sur la demande, mais le nombre de nuitées moyennes par échange? Ouais, c'est 5-6, ça dépend des pays. Semaine, quoi. En fait, c'est des vacances. En France, en fait, on a passé beaucoup de temps à essayer de faire des week-ends, donc on a un peu réduit ce panier, quoi, de nuitées. Aux États-Unis, c'est un peu plus long. En fait, comme ils ont moins de vacances, en fait, on est aussi lié à ça. Ils ont tendance à organiser des vacances qui font plutôt une dizaine de jours. Tu vois, ils le préparent septembre, et c'est pareil, le temps de préparation est un peu différent. Il faut savoir qu'en Europe, on a quand même beaucoup plus de vacances que dans le reste du monde. Voilà. Et donc, pour les Américains, quand tu organises des vacances, tu as envie qu'elles soient bien faites à l'avance et elles vont durer, ils ont 15 jours, donc elles vont durer 10 jours, quoi, à peu près en moyenne. Alors qu'en France, on fait plus de petits voyages. Moi qui ai toujours adoré voyager, partir avec un aller simple et puis me demander ensuite ce qui se passait. Quand je vivais aux États-Unis, j'avais 2 semaines de vacances par an, 10 jours. Putain, chaque minute était organisée, quoi. Ouais, c'est ça, t'es obligé. Voilà, tu vois, ça le confirme. Tu as 2... Alors, je passe au marketing et à l'acquisition. On en a parlé un peu tout à l'heure pour la partie offre. Ouais. Mais tu as 2 approches marketing différentes, du coup, offre et demande? Non, on a la même approche. On pourrait y réfléchir. En fait, ce qu'on fait... on pourrait améliorer aujourd'hui, c'est les endroits où on a besoin d'offres. Tu vois, par exemple, on l'a vu cet été. Cet été, en fait, le marché s'est énormément tendu sur la location. En fait, en France, sur la loc, voilà, sur la loc, par exemple, c'est vraiment sur la France. Hein. Les gens se sont mis à vouloir que des locations puisque, comme l'échange de maison, ça permettait d'être tout seul dans son lieu. Et donc, on a vu une pénurie de biens. Voilà. Et là-dessus, tu vois, on n'a jamais réfléchi comme ça parce qu'en fait, on cherchait à en avoir le plus possible et on s'est jamais, un peu comme la location, on se dit, il faut qu'on en ait à certains endroits parce que c'est là qu'on va l'optimiser. Et ça, on doit pouvoir, on est en train d'y travailler pour essayer d'aller travailler des zones particulières qui sont des zones plus demandées. Voilà. Et aussi parce que l'exigence des gens a fait qu'ils ont tendance de plus en plus à vouloir que ça soit vraiment dans un lieu très précis. Historiquement, l'échange de maison, tu avais quand même tendance à, si tu voulais, je sais pas quoi, je vais pas donner de ville pareil, mais si tu voulais aller à Paris et que tu avais à Vincennes, c'était pas très grave, quoi. Tu vois, t'étais content. Voilà. Et plus ça avance, plus ils en sont exigeants et nous le font remarquer en disant oui, il y a pas assez d'endroits, il y a pas assez d'années. Qui a explosé au cours des 10 dernières années. Exactement. Et Airbnb a aidé à ça. On peut se permettre d'être donc tu peux te permettre d'être exigeant et donc nous on doit s'améliorer là-dessus. Mais sinon, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est plutôt que les gens aient envie de faire de l'échange. Voilà, et acceptent la personnalisation. Notre enjeu aujourd'hui, c'est qu'un nouveau se projette d'abord dans le voyage. C'est ce que je te disais. Alors qu'aujourd'hui, il y en a certains qui se projettent dans la peur. C'est-à-dire, je vais prêter mon appart, ça me fait un peu peur, donc j'ai envie de m'arrêter tout de suite. Alors qu'en fait, il faut faire la première expérience pour que ça fonctionne.
Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on doit travailler. On doit travailler là-dessus, être dans l'expérience de voyage. Comme ça, tu fais ton premier voyage, tu vas te rendre compte que c'est incroyable, tu vas te rendre compte que tu es très respectueux du bien dans lequel tu es, tu vas te rendre compte que c'est assez magique, tu vas discuter avec des gens. Et ensuite, un peu comme moi, je l'ai vécu, on le voit tous les jours quand j'arrive à convaincre quelqu'un de faire l'échange de maison. C'est pas si facile que ça, mais c'est de plus en plus facile. Et c'est ça ton enjeu, en fait. Et mon enjeu, c'est juste les convaincre une fois de faire un échange, c'est-à-dire même en tant qu'invité, et après, il devient hôte. Voilà. Et notre enjeu, c'est donc les projeter dans le voyage. Or, comme tu l'as vu dans notre parcours, en fait, comme on a accueilli plein de communautés différentes, en fait, on s'est beaucoup focalisé sur nos anciens, qui eux ont pas cette problématique. Et là, si on veut continuer à croître, il faut qu'on se focalise sur nos nouveaux et donc sur l'expérience de voyage. Petite friction à l'entrée. Voilà, donc il faut qu'on ait peut-être un site un peu différent, tu vois. L'ancien, il comprend tout de suite les guest points, les périodes de dispo, les trucs comme ça. Le nouveau, il comprend pas forcément tout ça. Il est dans le voyage. Et donc il faut qu'on adapte, c'est ça notre enjeu, adapter le parcours du nouveau de façon différente avec celui qui est l'ancien membre. Et du coup, quels sont les leviers que tu utilises pour le faire? Ouais. Aujourd'hui, on a dans l'onboarding, par exemple, aujourd'hui, on va demander au troisième rang, on va demander ta maison, de mettre ton adresse de maison. Et en fait, ça, tu vois, ça avait du sens, un peu aujourd'hui, ça a moins de sens. Il faudra qu'il mette sa maison. Mais d'abord, essayons de lui montrer tous les endroits où il peut aller avant de faire ça. Voilà. Donc, on travaille sur ce type de levier. Donc, tu as cet endroit-là. Et aussi dans la recherche, en fait, notre recherche est assez complexe parce qu'il y a plein de paramètres, il y a plein de choses. Et je pense qu'il faut qu'on simplifie énormément aussi à cet endroit-là. Voilà. Ok, ça c'est une fois qu'il est sur le site et tes leviers d'acquisition du coup pour les faire venir. Pour les faire venir. Donc tu m'as dit tout à l'heure. AdWords, Facebook Ads, globalement. SEO par des acquisitions. Voilà, tout ça. Donc aujourd'hui, ça doit être. C'est vraiment. On essaye d'éviter le plus possible. On dépense quand même pas mal d'argent en acquisition, hein, pour être clair, mais on essaye d'éviter de le faire et on travaille beaucoup sur notre parrainage en ce moment. On a fait vraiment un coup de boost. Je te disais les trucs qu'on a oublié de faire pendant quelques temps et que là on fait dessus parce que on se rend compte que quand t'as quelqu'un qui parraine, il fait plus d'échanges après. Qui est parrainé, il fait plus d'échanges après. Il remplit très vite sa maison. Elle est très belle qualité, etc. Donc on a vraiment intérêt à travailler là-dessus. Et je pense que ça doit devenir notre moyen principal dans le temps, ça doit le devenir et ça améliore aussi la confiance. C'est-à-dire que quand tu sais que quelqu'un a été parrainé, donc ça on le montre pas assez, il faut qu'on le montre et en fait tu sais qu'il a été parrainé par quelqu'un et donc c'est de la réassurance. C'est de la réassurance. Or un peu pour citer un site que je trouve assez exemplaire là-dessus sur gens de confiance, t'as ce modèle de réassurance où tu sais que c'est connu indépendamment de ce qu'ils y font. Je trouve que c'est intelligent comme système. Et donc nous on le voit que c'est comme ça que ça se passe, mais on le met pas assez en valeur. Et voilà. Et ensuite, on va continuer à faire des AdWords et des Facebook Ads. On a un vrai sujet, c'est sur du marketing un petit peu plus d'influence ou etc. On a un vrai sujet parce que c'est vachement complexe. Aujourd'hui, tu vois un peu, tu es un hôtel, tu proposes à un influenceur, tu viens dans mon hôtel 3 jours, il va le vendre. Nous, en fait, il faut qu'il fasse l'échange parce que s'il fait pas l'échange, je peux pas dire à quelqu'un, écoute, j'ai quelqu'un qui va venir chez toi, c'est un influenceur, tu vas le recevoir et voilà. Donc je peux lui offrir des points. Il y en a qui le font, on le fait, mais on n'arrive pas à l'industrialiser. Donc aujourd'hui, on a quelques super beaux exemples comme ça, mais c'est pas notre principale source, la partie influence. La partie ainsi un peu notoriété, tu sais, t'as des gens qui utilisent un peu la notoriété c'est très asiatique, où t'as une personne très connue qui va défendre ton système et qui peut te permettre de aller vivre chez Arnold Schwarzenegger. Voilà, exactement. Et ben ça, c'est un peu pareil, c'est que ça ne marcherait que voilà, il faut arriver à le convaincre de faire un échange dans sa maison. Or, les gens vont le faire par curiosité et en fait, bon, tu sais que dans la location, c'est jamais leur baraque, en fait, c'est un peu inventé, ou c'est une résidence secondaire où ils vont jamais, ou etc. Mais voilà, et ça, on n'arrive pareil pas trop à le faire parce qu'on peut pas s'appuyer sur des gens qui sont des grands fans d'échanges de maisons. On a 2-3 personnes un peu connues qui en ont fait, mais en fait qui étaient pas connues, qui en ont fait et qui sont devenues connues et qui ont arrêté d'en faire. Okay. Tu vois, en fait, donc on n'a pas ces phénomènes-là, ce qui est dommage parce que c'est quand même très très viral et ce qui nous permettrait. Donc nous, on est beaucoup plus sur de la viralité liée à la communauté. T'allais dire non, j'allais te poser la question du coup. J'ai 2 questions qui viennent avec ce que tu viens de dire, mais est-ce que les biens sont en exclusivité sur Home Exchange si j'ai décidé d'y mettre mon bien? On ne demande pas. Donc, vous ne demandez pas? Non, on en a quelques-unes qui sont en location. Ça existe. Voilà. Quelques résidences secondaires sont en location. Les résidences principales rarement, parce qu'en fait, je sais pas. C'est 2 expériences qui sont quand même différentes. Voilà, en fait, les gens qui ont fait l'expérience des 2. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit je faisais du Airbnb et puis maintenant je fais de l'échange. En fait, tu te rends compte que l'expérience
quelqu'un qui fait les Airbnb, quand il va recevoir, c'est vrai que c'est dur de supporter toutes les critiques qu'on va faire sur ta baraque. Or, en fait, tu es dans une expérience de location. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les biens se sont professionnalisés. Parce qu'en fait... c'est un business. Ça devient du business. Et en fait, tu dis, j'adore être chez les gens. Ça, c'était le concept au départ. Mais 80% des gens, dans Airbnb, ce qu'ils cherchaient, c'était d'avoir un lieu... qui ressemble à l'hôtellerie et un peu mieux placé, un peu mieux centré et payé un petit peu moins cher, quoi. Voilà. Et en fait, ça, c'est pas du tout l'expérience d'échange de maison. Donc, en fait, pour moi, cette différence d'expérience fait que quand tu fais de l'échange de maison, tu as vraiment envie de te retrouver dans un lieu, etc. Et quand tu fais de location, c'est autre chose, quoi. Et donc, la concurrence entre les deux, les gens font rarement les deux en même temps. En fait, souvent, ils ont commencé par... donc, c'est pour ça qu'on est content. Hein, Airbnb nous a un peu ouvert là-dessus. On commençait par l'expérience de location et on continuait avec de l'échange parce que j'ai eu un cas comme ça rigolo. J'ai fait un échange avec quelqu'un qui avait une jolie maison à Antibes. Ouais. Elle avait une piscine et en fait, ça faisait 3 étés qu'elle louait. Et en fait, ça faisait 3 étés qu'elle louait à des... souvent, c'était... je ne devrais pas dire de nationalité, mais des gens de l'Est, voilà, qui lui balançaient, elle retrouvait des bouteilles de champagne dans sa piscine, etc. Mais il payait tout, hein, c'était pas. Mais à chaque fois qu'elle revenait, elle avait un temps pour reprendre sa maison qui n'était pas acceptable pour elle, quoi. Ouais, et là, psychologiquement, c'est un peu difficile. C'est difficile en fait, même si ça t'a fait gagner un petit peu d'argent. Voilà. En revanche, on concurrence pas. Si quelqu'un a par exemple un petit appartement à Paris et veut le louer pour payer un peu son loyer, ça c'est pas possible, c'est pas la même chose. Voilà. Mais si c'est juste entre guillemets, je vais gagner un peu d'argent pour partir en vacances, bah, faites de l'échange, c'est direct. Au moins, vous allez avoir des points et vous allez pouvoir partir où vous voulez, quoi. Ce serait une belle conclusion, mais j'aimerais encore juste comprendre. Ouais, je t'en prie. La plateforme technique. Ouais. Tout est fait en interne. Oui, on fait tout. Alors initialement, on avait un CMS, puis maintenant on fait tout nous-mêmes. Voilà. C'était quoi le CMS ? Je me souviens plus. C'était un truc très propriétaire parce qu'on voulait un truc très réseau social. Je me souviens plus du nom, mais c'était pas très connu. J'ai un trou là. Mais non, maintenant c'est tout en interne. On a une équipe de dev, on a une partie algorithmie. C'est assez différent. En fait, c'est assez différent. C'est une place de marché. Ouais, c'est une place de marché, mais qui est oui, avec beaucoup peut-être de social, que ça existe. Ouais. Il y a beaucoup de social. Et puis en fait, c'est peut-être mon côté un peu ingénieur. Tu vois, je crois que j'aime bien conceptuellement le fait de me dire qu'on maîtrise. Chez toi. Voilà, qu'on maîtrise un petit peu tout. C'est peut-être une erreur que font toutes les personnes qui ont été ingénieurs un jour, c'est de se dire j'ai l'impression de mieux comprendre. C'est pas des briques que j'ai mis. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais non, mais aujourd'hui ça marche bien. On a une équipe super là-dessus et je regrette vraiment pas, quoi. Mais voilà. C'était passionnant, j'ai sauté des points. Je pense que cet épisode aurait pu faire 2 heures, mais du coup, ça aurait été plutôt une génération du it-yourself qu'un Le Panier. Mais j'aurais adoré parler de gouvernance, et puis d'ADN et de valeurs quand tu rachètes ces boîtes et toutes ces équipes que tu fais rentrer ou que tu intègres à ton propre ADN. Charles-Édouard, c'était passionnant, je te remercie. Merci pour ton temps et ta transparence. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et j'espère que vous aussi, chers amis auditeurs. On est le 9 février, mais ça sortira dans les semaines qui viennent, a priori, semaine prochaine ou semaine d'après. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci encore à Cyril de Petit Cube, super épisode que je vous recommande pour l'intro. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.